on va faire la tier list des films du DC Extended Universe. Là, normalement, vous devriez avoir la tier list qui s'affiche. Donc, pas beaucoup de films, mais beaucoup de choses à dire pour tous les films, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir avec ces films de fous là. Il y a du très bon, il y a du moins bon, donc je l'ai classé comme ceci. C'est moi qui ai fait le petit classement, donc j'ai fait excellent, bien, potentiel gâché, donc en gros... ça aurait pu être bien. Pas dingue, donc là on est sur un film vraiment pas le truc du siècle. Et turbo caca, là on est sur vraiment... Bon, vous avez compris quoi. Donc voilà, DCU, en sachant que j'ai déjà fait une vidéo sur le DCU, donc je vous montre sur ma page YouTube, qui est ici. Voilà, je sais pas si vous voyez là, juste là. Donc le DC Extended Universe, autopsie d'un échec, c'est sorti il y a 8 mois. Ça a passé les 100 000 vues tout récemment là. Donc c'est une vidéo d'1 heure, ultra montée évidemment, très argumentée. Mais ce soir ce qui est intéressant c'est qu'on va vraiment être dans l'échange. Donc ça c'est plutôt cool. J'ai quand même pris quelques extraits de cette vidéo que je vais vous diffuser ce soir. Des petits extraits de 30 secondes par-ci par-là que je trouve assez pertinents pour appuyer un propos. Que n'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube tant qu'elle est affichée. Et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube secondaire. Alors attendez, elle est où la chaîne YouTube secondaire ? Tac, voilà. Donc ça, c'est la chaîne YouTube où il y a toutes les rediffusions des lives. Donc là, par exemple, vous voyez, il y a 15 jours, j'ai mis la rediffusion des 2 lives sur ma présentation de collection de Blu-ray, donc partie 1 et 2. Il y a voilà, les critiques que je fais en live, il y a tout le live sur Star Wars est là, la tier list du coup, Stallone est là, et il y aura évidemment cette tier list là qui sera remontée et mise en ligne sur cette chaîne YouTube, donc n'hésitez pas, voilà, Johnny Volume 2, c'est important. Bah, on y va gaiement, écoutez, hein, faut y aller gaiement, donc on y va, c'est parti, et on commence déjà par parler de l'univers d'ici, parce que c'est quand même un cas d'école, l'univers d'ici, je pense qu'on va pas, vous le savez, hein, c'est l'univers d'ici, ça commence en 2013 avec Man of Steel, réalisé par Zack Snyder. Bah, en gros, Man of Steel, ça part d'une idée de David S. Goyer, donc qui est un scénariste, je crois que c'est lui qui a scénarisé également les Dark Knight de Nolan. L'univers d'ici, tout à fait, exactement. Et d'ailleurs. Et du coup, donc c'est David S. Goyer, le scénariste de The Dark Knight, je crois que c'est le scénariste de The Dark Knight, mais c'est sûr que c'est celui qui pense à une nouvelle itération de Superman au cinéma et qui va du coup présenter son scénario à Christopher Nolan, qui va être complètement emballé par l'idée et qui va du coup pousser la Warner à réaliser donc Man of Steel, enfin à produire Man of Steel en tout cas. Alors évidemment, la Warner, elle veut Christopher Nolan en tant que réalisateur puisque il sort de gros succès avec la trilogie Dark Knight. Le souci c'est que c'est pas forcément l'idée de Nolan, lui ce qu'il veut c'est produire le film et le superviser. Et ça tombe bien puisqu'au même moment, ce cher Nolan va rencontrer, le couple Nolan va rencontrer le couple Snyder, qui vont sympathiser, et du coup Nolan va présenter le projet Man of Steel à Zack Snyder, qui va complètement se l'accaparer, et qui va en faire ce film-là qu'on connaît aujourd'hui, qui est sorti en 2013, et que moi j'aime beaucoup, pour le coup, Man of Steel. Je trouve que c'est un film qui mérite d'être réévalué, parce que c'est un film quand même qui pose des bases solides pour un univers cinématographique qui à l'époque est à l'opposé de l'univers de Marvel. Du coup en 2013 on est sur vraiment l'expansion du MCU et ce que ça va devenir par la suite et ce que c'est aujourd'hui, mais on est sur quelque chose de beaucoup plus léger, alors que là avec DC, avec Man of Steel, on débarre un univers cinématographique avec un film qui a quand même un ton très sérieux, je veux dire. L'intro va totalement poser le ton du film, on nous présente vraiment l'univers de Superman sur la planète de Krypton, je crois, c'est ça, hein, parce que, alors, falloir que je trouve les noms ce soir, je vais être nul en noms, il va falloir m'aider, hein, mais du coup on a cette superbe intro qui rappelle le style Snyder surtout dans la patte graphique, avec un Russell Crowe qui est magnifique du coup en père de Superman. Et donc sur ces 15-20 premières minutes d'introduction, on a déjà quelque chose de très sérieux qui nous est présenté. On parle d'espoir, on parle de renaissance pour le personnage de Superman. Il y a une tragédie, on commence par... Alors c'est vrai, c'est l'histoire de Superman, hein, c'est l'explosion de la planète et Superman du coup qui est envoyé in extremis sur Terre pour faire perdurer sa race du coup. Et donc on est sur une histoire très sérieuse. Et on est quand même sur un film aussi qui a quand même une patte visuelle, je trouve, assez reconnaissable, qui donne envie qu'on s'y intéresse. Je veux dire, c'est un film qui est tourné en pellicule, c'est un film qui est tourné la plupart du temps en décor naturel, dans la rue. Tout ce qui se passe à Smallville, par exemple, on est sur une petite ville aux États-Unis, donc tout est pensé par rapport au décor naturel. Et donc on a quand même Man of Steel, un film qui est vachement beau visuellement, je trouve, qui a vraiment une patte qui est identifiable, la patte de Zack Snyder du coup, parce que quand on voit Watchmen qu'il a réalisé quelques années auparavant, on sent quand même la patte Snyder justement dans ce côté très désaturé, très sombre finalement.
Et je trouve que Man of Steel amène vraiment des thématiques et des questionnements qui sont super intéressants pour un film de super-héros. Mais du coup, je vais vous montrer le premier extrait de la vidéo du coup sur le DC Universe. Ce que je dis justement par rapport au... Je vous ai sorti un extrait où je parle du développement du personnage de Superman et de son évolution dans le film que je trouve très intéressante. Et après ça, je viendrai vers vous du coup dans le chat et on pourra discuter. Et en attendant, je vous montre ce petit extrait. C'est parti. Sans parler de la mise en scène du réalisateur, qui vient appuyer, parfois un peu trop pour certains, ce parallèle messianique. Mais ce qui m'a vraiment plu dans ce personnage, c'est la relation qu'il entretient avec ses deux pères. Pour moi, c'est la fondation même du récit. Son père humain va le pousser au questionnement, lui faire comprendre que sa condition de surhomme va changer la face du monde, et que c'est à travers de petits gestes, parfois d'acceptation, parfois de renonciation, qu'il parviendra à comprendre quelle est sa place dans ce monde. Il va jusqu'à se sacrifier car son fils n'est pas encore prêt à affronter le monde sous ses vraies couleurs. Et quand il l'est enfin après plusieurs longues années, c'est son autre père qui va lui faire comprendre qu'il est un guide pour les humains, qu'il doit protéger ce monde car il est en capacité de le faire. Et quand la succulente musique d'Hans Zimmer décide de sublimer le premier vol du super-héros, elle vient surtout souligner l'envol d'un homme qui sait enfin qui il est, qui a enfin trouvé un but à atteindre, et qui, comme chaque être humain, va tomber pour mieux se relever. Avant ce vol initiatique, Clark Kent est un homme profondément marqué par le monde contemporain. Il s'y sent seul, incompris. On est loin du boy scout américain des années 70. On a un personnage qui doute. Sa quête identitaire n'est pas celle d'un héros triomphant, mais celle d'un orphelin en quête de sens. Voilà en quoi le film est très intéressant. Donc voilà en quoi le film est très intéressant, je m'auto-paragraphe du coup. Donc oui, voilà en quoi je trouve le film vraiment intéressant, parce que effectivement il y a un vrai développement de personnage qui est poussé, il y a beaucoup de questionnements. J'aime énormément par exemple les échanges entre Clark et son père, du coup son père humain qui est joué par le superbe Kevin Costner. Et je trouve qu'ils ont tous les deux à chaque fois des échanges qui sont assez philosophiques, très, comment dire, pas verbeux, mais qui amènent quelque chose, je trouve, de différent dans leur relation et qui est super intéressant. Toute la première heure du film va construire le développement du personnage de manière assez brillante, je trouve. Après, malheureusement, sur la deuxième heure, on va partir sur quelque chose d'un peu plus... Alors attendez, je vais mettre, du coup, parce que là, je vois quand je suis en quadruple. Du coup, je disais, ouais, sur la deuxième heure du film, on va être sur quelque chose d'un peu plus générique en termes de blockbuster. On va être sur de l'explosion, sur de la méga baston, où on va tout faire péter en mode Dragon Ball Z. Et je trouve que c'est un peu dommage. Mais la première heure est vraiment excellente en termes de développement de personnages. Donc maintenant, je vais voir ce que vous me dites dans le chat. Robin qui me dit, il me semble qu'à l'époque, ils ont appelé DC Cinematic Universe au tout début avant de changer de terme. Oui, je pense, oui, il y a moyen, c'est pas impossible. Une belle collaboration entre Zack Snyder, Christopher Nolan et David S. Goyer, effectivement. Sinon, oui, j'adore Man of Steel, qui propose une autre version de Superman, très en adéquation avec le contexte politique de l'époque, et c'est dans la continuité de la trilogie Dark Knight au niveau du traitement du super-héros. Ouais, effectivement, c'est vrai que même visuellement, déjà en termes de thématique, c'est dans la continuité de la trilogie Dark Knight, même visuellement, je trouve qu'on est vraiment dans cette continuité-là, même si The Dark Knight est complètement séparé de l'univers DC, on est dans cette continuité forcément, puisque The Dark Knight a été un énorme succès, les 3 films, donc forcément on continue d'aller développer les super-héros de cette manière. En tout cas chez DC pour le moment, et on va voir qu'avec le temps, ils vont complètement changer la fusil d'épaule, mais ça on va y venir. Snake qui nous dit, tellement dommage que Snyder n'ait pas pu être le chef d'orchestre de ce DCU jusqu'à la fin. Oui, effectivement, mais ça aussi on va y venir en évoquant BVS juste après, en évoquant Justice League. Mais tout à fait, c'est vrai que ça aurait dû être, comment dire, l'univers de Snyder, quoi. Vivement Man of Steel 2, lol, oui, effectivement, tout à fait. J'aime beaucoup l'approche de Snyder de Superman en tant que dieu, la place de Dieu sur Terre après le 11 septembre, et le dilemme entre redonner espoir aux humains et rester un simple témoin sans agir. Oui, effectivement, mais ça c'est une thématique que je vais aborder plus dans Batman v Superman, je trouve, qui est beaucoup plus mise en avant. Mais c'est vrai que là, on a un parallèle entre Superman et le Messie qui est quand même assez mis en avant, même en termes de mise en scène. On a quand même quelque chose qui est très prononcé, même parfois des gens vont trouver ça trop prononcé, mais au moins ça a le mérite d'être là, effectivement. Moi, je prends un vrai plaisir à le revoir, ce Man of Steel. Même si, encore une fois, comme je l'ai dit, la deuxième heure, elle va faire un petit peu baisser la note globale du film, je trouve. Elle est bien aussi la deuxième heure, mais on sent qu'il y a des impératifs de studio qui fait que il faut mettre de l'action et qu'il faut y aller à fond. Et ça rend bien, je veux dire, on est sur ce qu'aurait dû être le film Dragon Ball Z par exemple, on est vraiment sur ce truc là. Mais je trouve que vraiment la première heure est vraiment excellente, c'est pour ça que pour le coup, je vais placer Man of Steel dans les excellents. Pour le coup, on va pas, voilà, direct, on perd pas trop de temps sur ça. Man of Steel, excellent pour moi. En tout cas, à la relecture, aujourd'hui, je trouve que le film mérite vraiment d'être vu.
et je le trouve pour le coup vraiment excellent. Pour ce qui est, si on reste dans l'entité film de super-héros, je trouve qu'il est vraiment au-dessus du lot, pour le coup. Effectivement, la musique de Hans Zimmer est fabuleuse, j'en parle dans le petit extrait vidéo. La musique de Hans Zimmer, c'est vraiment une de ses meilleures partitions. La scène où il s'envole, où il découvre ses pouvoirs de Superman, vraiment avec le costume. Là, on est vraiment sur ce que peut faire Hans Zimmer de meilleur, pour le coup. Donc ouais, effectivement, Hans Zimmer, superbe. Et en VF, c'est beau, car tu as deux générations de Superman, l'ancienne génération avec Russell Crowe, doublé par Emmanuel Giacomi, qui était la voix de Superman dans les dessins animés des années 90. C'est vrai. Et la nouvelle génération avec Henry Cavill, doublé par Adrien Antoine, qui est le nouvelle voix de Superman maintenant. Adrien Antoine qui reprend son rôle de Superman dans le Superman de James Gunn. Parce que j'ai pas fait gaffe, peut-être que je l'ai vu en VO, mais c'est possible. Man of Steel, le meilleur de Snyder, avec Nolan, alors ça je l'ai déjà lu du coup. BVS qui a 10 ans, effectivement ça a 10 ans cette année, c'est sorti en 2016, mais on va y venir du coup à Batman v Superman, on va y venir dans quelques secondes. Et effectivement, moi, en tout cas, voilà, on peut en débattre sur le placement de Man of Steel, mais moi je trouve que voilà, pour moi il est au-dessus du panier. Si on doit le classer au moins dans ce qu'est le DCU, pour moi, il est au-dessus du panier, quoi. Il est dans excellent. Pas dans le Superman de James Gunn, mais dans les films d'animation. Ok, d'accord, je savais pas. Ok. Bah, c'est dommage, du coup, ça aurait été bien que ce soit lui dans les films de James Gunn, même si l'acteur, effectivement, colle peut-être pas à la voix d'Adrien Antoine. Mais bon, on y viendra au Superman de James Gunn, ce sera la conclusion de ce live, donc on n'y est pas encore. Donc voilà pour Man of Steel, je sais pas si j'ai des choses à rajouter, je vais regarder mes notes. Ouais, du coup, bah, en fait, ce que j'ai mis, c'est que oui. Alors, ce que j'ai mis, c'est qu'en 2013, ça passe pas forcément. C'est-à-dire qu'en 2013, le film est pas très bien reçu. Il est assez rentable économiquement, mais il est pas très bien reçu parce qu'effectivement, comme je disais, en 2013, bah, on a Marvel qui cartonne avec un tout autre style. Et en fait, à cette époque-là, bah, les films de super-héros, pour les gens, ce sont des films Marvel. Et ce sont des films légers qui se prennent pas trop la tête. Là, Man of Steel, on a des thématiques très sérieuses, on a une image qui est très sombre, on a vraiment un parti pris qui est, comment dire, très adulte, j'ai envie de dire, sans être péjoratif. Et du coup, à l'époque, en 2013, ça passe pas parce que les films Marvel cartonnent, mais aujourd'hui, plus de 10 ans plus tard, le film a beaucoup mieux vieilli que la plupart des films Marvel sortis à cette époque-là. Je veux dire, quand tu regardes Thor 2, par exemple, et que tu regardes Man of Steel aujourd'hui, Man of Steel a quand même beaucoup mieux vieilli. Et je trouve que c'est un film qui se bonifie avec le temps, donc voilà, Man of Steel, pour moi, c'est excellent. Et du coup, écoutez, on passe directement à Batman vs Superman. Batman vs Superman, du coup, ça sort en 2016, dans une version cinéma qui est vachement décousue. Moi, le premier, je l'ai découvert au cinéma, Batman vs Superman, et j'ai été assez déçu quand même de ma séance de ciné, parce que j'ai trouvé que le film avait du potentiel, mais qu'il manquait plein de trucs, ça se sentait qu'il manquait plein de trucs. Pour moi, la version cinéma n'existe plus dans mon esprit, il faut complètement l'oublier, je crois qu'elle est même plus disponible en version physique. Donc aujourd'hui, je vais noter vraiment la version qu'on appelle la version Extended Cut, du coup, je crois que on l'appelle comme ça, la Extended Cut, donc qui est la version, la Director's Cut, quoi, en gros, avec plus de 30 minutes supplémentaires rajoutées au film, et du coup, avec un film qui est le jour et la nuit par rapport à la version qui est sortie au cinéma. Donc la version Director's Cut de BVS, c'est ce qui pour moi prévaut aujourd'hui, c'est celle-là qu'il faut voir. On a une troisième version, donc c'est encore une version Director's Cut, mais avec un format d'image, un ratio d'image qui est différent, elle n'est pas obligatoire, mais en tout cas pour moi la version Director's Cut, quoi qu'il arrive, est obligatoire dans tous les cas. Et j'aime beaucoup déjà l'intro du film qui nous ramène du coup aux événements du climax de Man of Steel, mais à hauteur d'homme, donc on a cette espèce de destruction de masse qui se passe dans Man of Steel, mais à travers les yeux d'un Bruce Wayne qui est complètement terrifié par ce qu'il voit et qui n'a qu'une idée en tête du coup, c'est de se débarrasser de cet alien qui est du coup Superman et qui peut à tout moment, s'il le décide, détruire la Terre en fait. L'idée de Batman en fait et son obsession, c'est de détruire Superman. C'est un peu le plot du film, avec évidemment des sous-intrigues qui sont aussi intéressantes. Et je trouve que l'intro pour le coup, elle pose le ton du film et c'est assez intéressant. On comprend vraiment d'où vient la rivalité et d'où elle naît, donc ça au moins on n'a pas un truc popcorn pour se dire c'est Batman vs Superman, on sait pas trop pourquoi. Là on sait pourquoi. On sait pourquoi il y a Batman qui se bat contre Superman et ça a le mérite du coup d'être expliqué dès le début. Alors attendez, qu'est-ce que je dis ensuite? Oui, effectivement, Batman, j'aime beaucoup moi comment est développé Batman dans ce film, c'était très dur de passer... Là le film sort en 2016, donc on est quelques années auparavant, enfin on est quelques années après la trilogie Dark Knight, complètement cartonnée au cinéma. Donc les gens ont une image fixe de Batman, qui est du coup le Batman de Nolan. Donc c'est très dur à cette époque-là de passer derrière Nolan et de présenter un Batman qui soit crédible. Là en l'occurrence, le film va opter pour un Batman vieillissant, interprété par un Ben Affleck qui je trouve fait super bien le taf. Et surtout on a un Batman qui est présenté à travers la mise en scène comme une espèce de croque-mitaine, quoi. C'est-à-dire que l'introduction du Batman, on est vraiment sur une chauve-souris qui est posée sur un plafond en mode je vais te sauter dessus, qui marque
ses ennemis au fer rouge qui est ultra violent. On le voit il y a une espèce de scène de baston qui est magnifique à la fin du film où Batman se bat. On a une espèce de... On a l'impression d'être dans le jeu Arkham Origins un petit peu. Donc il y a une présentation et une représentation de Batman qui est complètement différente et qui est assez nihiliste, qui est très sombre, et je trouve ça super intéressant pour le coup. Donc Batman, c'est une vraie réussite. On a aussi le personnage de Wonder Woman qui est introduit dans ce film et qui, pareil, est magnifiquement mis en place dans le film, avec, pareil, la musique de Hans Zimmer, le thème de Wonder Woman de Hans Zimmer dans le film qui est incroyable pour le coup. Et Gal Gadot qui fait très bien le taf, je trouve, en Wonder Woman, même si par la suite on va voir que son jeu va vachement régresser, mais là, en tout cas, dans BVF, je trouve qu'elle a une vraie présence, et elle rafraîchit vraiment le tout, je trouve, dans le climax. Elle amène un côté rafraîchissant qui est vraiment bienvenu. Ouais, alors le seul souci, je trouve, de Batman v Superman, c'est vraiment, pour le coup, Jesse Eisenberg, qui, je trouve, passe complètement à côté du personnage de Lex Luthor, qui essaye de faire une sorte de Joker, en fait, un peu bis, parce que c'est un peu la mode à l'époque, avec l'interprétation de Heath Ledger, qui a mis tout le monde d'accord. Mais le souci, c'est que, du coup, il cabotine à mort, et ça décrédibilise le personnage, je trouve. Ça le rend assez insupportable. Donc je trouve que Jesse Eisenberg, que j'aime beaucoup au demeurant, mais je trouve que dans ce film, il dénote un peu du reste et il vient un petit peu gâcher la prestation globale de l'œuvre. Et c'est un peu dommage quand même, je trouve. Il y a plein de moments qui sont un peu dommages. Je veux dire, la présentation on a une scène avec Wonder Woman, du coup, Diana, qui va trouver un fichier où elle va voir tous les méta-humains qui seront, par la suite, les membres de la Justice League. Donc on va nous introduire les membres de la Justice League via un écran d'ordinateur, avec des scènes ultra clichés. Je trouve ça hyper mal fait, avec genre Aquaman qui sort de l'eau, genre glouglou, tu vois. Enfin, vraiment très très mal fichu, je trouve. Et donc il y a plein de moments quand même dans le film qui sont assez mal fichus, et ça on sent que c'est des impératifs de studio qui vont peut-être obliger Jesse Eisenberg de se la jouer Joker, parce que c'est ce qui a marché dans Dark Knight, qui vont obliger Snyder à mettre en place et à présenter la Justice League alors que c'est fait de manière pas du tout pertinente. Mais malgré tout, Batman v Superman, je vais quand même le classer dans les excellents aussi. En tout cas la version Director's Cut, encore une fois, pour moi, j'oublie complètement, j'efface de ma mémoire la version cinéma, mais la version Director's Cut est vraiment excellente. Je trouve qu'on est vraiment sur une fresque super héroïque qui mérite vraiment d'être vue. On est sur un film de 3 heures ultra sérieux qui met en avant des thématiques qui sont ultra sérieux. Je veux dire, pareil, la place de Dieu sur Terre. Qu'est-ce qui se passerait si Dieu était sur Terre, en gros? Comment il agirait? Comment les gouvernements accueillerait ça, je veux dire, un surhomme comme ça qui peut faire ce qu'il veut, et c'est vraiment traité dans le film de manière sérieuse, c'est hyper intéressant. On a aussi évidemment tout ce qui tourne autour de Martha et de la baston entre Batman et Superman, mais on va y venir après, puisque maintenant je vais passer au chat, du coup, tout simplement. Alors, le chat, qu'est-ce que vous me dites par rapport à Batman v Superman? J'ai vu Batman v Superman à 9 ans, et je sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre, puis après avoir vu la Director's Cut, je trouve maintenant que c'est loin d'être un film débile, et c'est assez pertinent, effectivement. Bon, c'est foutu, du coup j'ai envie de le revoir. Ah, il faut le revoir, il faut vraiment le revoir. Moi je pense que la trilogie Zack Snyder, il faut la revoir, c'est-à-dire Man of Steel, Batman v Superman en Director's Cut, et évidemment la version Justice League de Zack Snyder, on va y venir. Pour moi les 3 films, c'est un tout un espèce de bloc qui est hyper pertinent, qui est ultra cohérent et qui est très satisfaisant, et ça vous fait un peu plus de, ça vous fait plus de 10 heures de film, 10 heures de film en une trilogie qui est assez jouissif quand même, je trouve. Donc effectivement, il faut le revoir. Et c'est vrai qu'il y a Junkie XL aussi sur la musique de Wonder Woman, c'est pas que Hans Zimmer pour le coup. Ben Affleck est mon plus gros regret, j'aurais voulu en voir plus avec lui en Batman. Bah en fait, le film The Batman avec Robert Pattinson, que j'aime beaucoup au demeurant, était à la base un projet qui tournait autour du Batman de Ben Affleck, mais qui a été complètement remodelé et qui est devenu du coup le The Batman avec Robert Pattinson. Bah Jesse Eisenberg, j'ai eu l'impression de revoir sa version de Mark Zuckerberg, et c'est dommage car il aurait pu jouer un jeune Lex Luthor un peu bourgeois, sûr de lui. Ouais, c'est ça, ouais, en fait, il nous joue une espèce de Mark Zuckerberg sous Red Bull, et c'est assez déroutant, je trouve, effectivement. C'est bizarre qu'il soit autant à côté, parce que d'habitude, il est pas comme ça, il est pas à côté comme ça, donc c'est un peu dommage, je trouve. Batman v Superman est un film sous-coté, en tout cas, c'est un film qui mérite une relecture, ça c'est sûr, aujourd'hui, 10 ans après, on va dire. Je le préfère même à la version Snyder Cut de la Justice League que tout le monde adule. Alors, moi aussi, pour le coup, je préfère le Batman v Superman à la version Justice League de Zack Snyder, même si je la trouve très bien aussi, mais on va y venir. Ils ont saccagé le travail de Snyder
Tout ça pour se taper l'infâme James Gunn ensuite. Oui, bon, après, on va y venir à tout ça, bien évidemment. Bah, y a quand même une dizaine de films qui s'est passé entre la version Snyder et la version de Gunn. Hein, donc, c'est pas arrivé de suite, hein, James Gunn, mais on va y venir, bien sûr. Mais encore une fois, il y a quand même eu, à l'époque de sa sortie du film, il y a eu un énorme couac sur le film, notamment à travers l'histoire de Martha, c'est-à-dire qu'il y a une baston. Dans le film, il y a la baston au milieu du film entre Batman et Superman, qui est super bien mise en scène d'ailleurs. Et du coup, Batman prend le dessus sur Superman. Et donc Superman va dire à Batman qu'il faut sauver Martha, donc il faut sauver sa mère, puisqu'elle est retenue par Lex Luthor. Et là, donc du coup, Batman va figer, ne va pas tuer Superman, puisque Martha est aussi le nom de sa mère. Donc en fait, Batman et Superman ont une mère qui porte le même prénom. Mais en fait, les gens n'ont pas compris que ce qui fait arrêter Batman dans son geste, ce qui fait que Batman ne tue pas Superman, c'est pas forcément en tout cas en premier lieu le fait qu'ils aient une mère qui porte le même prénom, mais c'est plus que ça. Et du coup je l'explique dans un petit extrait de ma vidéo sur DC, que je vais vous diffuser tout de suite du coup, et qui vous explique mon point de vue par rapport à la scène de Martha, donc c'est parti. Comme je le disais précédemment, c'est Superman qui va redonner de l'espoir à Batman. Et en entendant le nom de Martha, ce dernier prend conscience qu'il est en train de devenir tout ce qu'il avait juré de combattre. Il comprend enfin que Superman n'est qu'un être humain, avec une vie, avec une mère, alors qu'il ne le voyait auparavant que comme un alien, une menace. Batman va donc mettre fin au combat, non pas parce que le nom de sa mère est identique, mais parce que ce point commun lui fait réaliser son erreur. Donc en gros, Martha, alors je suis d'accord, c'est mal amené dans le film, pour le coup, c'est mal amené dans le film, mais ce que ça raconte en fait, c'est justement la prise de conscience de Ben Affleck, du coup oui, de Ben Affleck, de Bruce Wayne, qui se rend compte qu'en fait il est pas en train de se battre contre un alien inhumain qui peut détruire la Terre à tout moment, contre un être humain en fait, un Américain qui est né, qui a grandi comme lui en fait, qui a été élevé par des parents et qui a une humanité en fait tout simplement. Et c'est cette prise de conscience là qui fait que il ne va pas au bout de son geste. Pas juste le fait que sa mère ait le même prénom. En fait le prénom résonne en lui et lui fait penser à sa mère bien sûr, mais lui fait aussi amener ce côté très humain de Superman qu'il découvre enfin à ce moment-là, alors qu'avant il était vraiment focus en se disant Superman est un alien, est une espèce de bombe à retardement, il faut que je le détruis quoi. Disons que le montage de la scène aurait pu être mieux pour mieux comprendre le fait d'entendre Martha. Oui, non, mais ça je suis d'accord, pour le coup je trouve que c'est mal amené, mais voilà, je voulais quand même remettre un petit peu l'église au milieu du village comme on dit, et expliquer un petit peu la vraie raison de cette scène, et que c'est pas aussi débile qu'on pourrait le croire quoi, même si effectivement c'est mis en place de cette manière-là, et ça peut paraître un peu débile sur le moment, mais ça l'est pas tant que ça, quoi. Et effectivement, Ben Affleck en Batman, c'est un des meilleurs, ça je suis d'accord. Ouais. Donc voilà. Donc, écoutez, Batman v Superman, ouais, pour moi, c'est excellent. Pour l'instant, le DCU, il commence très bien, c'est très très alléchant, même si évidemment à l'époque, Batman v Superman, ça va être mal reçu par la critique, ça va être bien reçu par le public, on est quand même sur du 800 millions de dollars de recettes, même si pour la Warner ça reste un échec, parce que avec deux figures de la pop culture aussi énormes, ils auraient aimé au moins taper le milliard, comme le fait Marvel, mais on est sur du 800 millions de dollars de recettes, donc là déjà, on a la critique qui n'encense pas le film, on a le public qui est pas très fan, et on a un succès au box-office qui est pas très énorme non plus. Donc déjà, Warner est en train de se dire, est-ce que Snyder est vraiment le meilleur gars pour ce film-là ? Enfin, en tout cas pour cet univers-là, pas sûr. Et du coup, c'est là qu'on passe à Justice League, du coup, qui sort en 2017. Et Justice League, alors je vais pas vous refaire tout l'historique parce que c'est énorme évidemment, toute la genèse de Justice League. Donc à la base Justice League, c'est censé être 2 films réalisés par Zack Snyder. Et en tout cas c'est censé être un film en 2 parties. Mais encore une fois, les retours de Batman v Superman font que la Warner va un petit peu couper l'herbe sous le pied de Snyder et va lui dire écoute, toi ta vision on l'arrête maintenant, on veut quelque chose de plus fun, on veut quelque chose de plus coloré, ça marche mieux, c'est ce qui fonctionne au box-office. Donc ta vision de Justice League, on la laisse tomber, on part sur quelque chose de beaucoup plus fun. Sauf qu'évidemment Zack Snyder, c'est son 3e film qu'il est en train de réaliser sur cet univers, donc il est pas du tout d'accord sur partir sur quelque chose de complètement opposé, puisque en fait ça n'aurait pas de sens avec ce qu'on a déjà vu auparavant. Alors évidemment entre temps il y a Suicide Squad, mais ça on va y venir, je préfère rester dans cet ordre là. Du coup Justice League de 2017, donc il va se passer un drame malheureux dans la vie de Snyder, c'est-à-dire que sa fille adoptive en mars 2017 va mettre fin à ses jours. Du coup Snyder va complètement se retirer du projet, et du coup c'est là que la Warner a l'idée d'appeler en renfort Joss Whedon, du coup, qui est à l'époque le réalisateur des 2 premiers Avengers, donc forcément pour la Warner c'est la personne idéale
pour remettre en selle leur univers. Et c'est ce qui va poser problème en fait dans cet univers, c'est qu'en fait ils vont être obnubilés par Marvel à tel point qu'ils vont tenter de copier la formule maintes et maintes fois, ce qui va complètement en fait desservir leur propre univers quoi. Donc c'est vachement dommage je trouve. En fait Joss Whedon va présenter un film, va complètement remodeler le film, et va présenter un résultat final qui va être complètement hideux, hein, on va pas se mentir. Le souci, c'est que la Warner se rend compte que le film est mauvais, sauf qu'il y a des histoires de gros sous qui font que, si le film sort avant 2018, les grands ponts de la Warner, donc les grands patrons de la Warner, vont pouvoir récupérer un beau chèque, puisqu'ils auront accès à une espèce de prime de fin d'année, qu'ils ne peuvent débloquer que si un gros blockbuster sort avant la fin de l'année. Et du coup, ce blockbuster-là, c'est Justice League, donc ils vont un petit peu sacrifier leur univers pour récupérer de la thune, donc on est sur une espèce de brochette de 10 patrons un peu débiles, qui vont juste sacrifier leur propre univers et leur vision à long terme pour récupérer un gros chèque, donc voilà, on est sur un truc qui est quand même assez débile. Et en fait c'est horrible parce que tu sens que en dessous de ça, il se cache un bon film. Il y a un bon film en dessous de ce film. Donc il y a des moments qui sont intéressants, parce qu'en fait il y a des moments qui ont été un peu gardés. T'es là, tu te dis putain, le film, c'est un cas d'école ce film, hein. C'est... Enfin, toute l'histoire autour de Justice League, c'est vraiment un cas d'école, je trouve. Et c'est super intéressant à analyser. Surtout qu'aujourd'hui, on a deux films qui existent, on a deux films qui racontent la même histoire, enfin, pas exactement, mais qui met en place les mêmes personnages dans le même univers et dans le même film, dans le même récit. Et on a deux films différents, c'est hyper rare pour être souligné, on a deux Justice League différents avec les mêmes personnages. Et on peut s'amuser à comparer les deux films, donc c'est super intéressant je trouve. Mais je vais classer ce Justice League, mais avant ça je vais regardez un petit peu ce que vous me dites dans le chat. Ça va s'écrouler dans le prochain film traité. Oui, effectivement, voilà, ça s'est écroulé. Surtout que Zack Snyder avait le soutien de Christopher Nolan, qui collaborait avec lui jusqu'à présent, en sachant qu'aujourd'hui Christopher Nolan a quitté la Warner et est passé chez Universal, et c'est peut-être pas pour rien non plus, quoi. Parce qu'effectivement, la Warner, il commençait à vouloir mettre ses films sur HBO Max, tout ça en streaming, et on va y venir sur le streaming, mais voilà. Warner, aujourd'hui ça va un peu mieux parce qu'ils ont engagé quelqu'un qui est assez intéressant et qui met en place des blockbusters d'auteur, mais à une époque là, pendant le Covid, c'était un vrai désastre. Hein. Le plus ironique, c'est qu'à la base, Joss Whedon ne voulait pas travailler sur Justice League, mais sur Batgirl, et on sent l'absence de motivation de ce dernier dans Justice League. On va y revenir sur Batgirl effectivement, mais c'est vrai que Joss Whedon en fait s'en lave les mains, on sent qu'il n'a pas envie d'être là. Il y a plein d'histoires sur l'autournage qui racontent qu'il a été complètement odieux avec le casting, notamment Gal Gadot, qu'il était vraiment insultant, très mal élevé avec les gens de l'équipe. Enfin, il avait vraiment pas envie d'être là, mais bon, dans ces cas-là, fallait dire non, quoi. C'est-à-dire que l'appel à l'argent est pas forcément... Sous ce bâtiment en ruine, il y a des gens à sauver, c'est la meilleure métaphore que je peux faire sur le film de Snyder, et effectivement, on va y venir à la Snyder Cut, tout à fait. Et la situation d'Henry Cavill avec sa moustache, oui, alors j'en ai pas parlé de la moustache d'Henry Cavill, mais effectivement, c'est laborieux, alors qu'il existe les prothèses pour cacher tout ça. C'est ce que Marvel avait fait avec Chris Evans, qui a tourné Snowpiercer en se laissant pousser la barbe. Et oui, effectivement, oui, tout à fait, mais... Il y a des petits extraits comme ça, des petits moments en fait qui gâchent. C'est vrai que pour le coup, la tête de Henry Cavill dans le film, elle est horrible parce qu'effectivement, il a une moustache qu'il est obligé de garder parce que c'est dans son contrat, vu qu'il est en train de tourner en même temps le film Mission Impossible Fallout. Et comme ils font des reshoots de Justice League pour coller à l'univers de Joss Whedon, enfin en tout cas à la vision de Joss Whedon, et en fait ils ont obligé de cacher sa moustache parce qu'il peut pas se la raser quoi. Et c'est assez, c'est horrible quoi. Vraiment le film est turbo caca quoi. Hein, on va pas, voilà. Là, on est sur du turbo caca, je pense qu'on peut pas dire mieux que ça pour le coup. Il a refait sa scène à la con dans Avenger 2 où il met la tête de Banner dans les seins de Black Widow. Mais avec Flash et Wonder Woman, ouais, mais c'est en fait, tu vois, il y a plein de plans des gros plans sur le cul de Wonder Woman pendant tout le film. Enfin, je trouve qu'il est d'un mauvais goût, ce gars. C'est assez incroyable, je trouve. D'ailleurs, Mission Impossible Fallout, il est génial ce film avec Henry Cavill. Oui, tout à fait. Bon, alors, on n'est pas sur Mission Impossible, ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant, on est sur DC. Mais c'est vrai que Mission Impossible Fallout est très bien. Et il a bien fait de pas raser sa moustache pour ce film de merde qui est Justice League de Joss Whedon, tout à fait. On va faire la transition du coup des films, enfin des deux films Justice League avec cette image du coup où à gauche on peut voir la colorimétrie des films du Justice League 2017 et à côté la colorimétrie du coup qui est bien plus sombre et bien plus travaillée, bien plus contrastée du film de Zack Snyder, du coup la Justice League de Zack Snyder, c'est dur à dire. Et donc on voit vraiment bien la différence là pour le coup, je vous laisse un petit peu prendre le temps d'admirer surtout le dernier plan, la discussion entre Martha et Lois, la différence de plan
et de contraste et de mise en place de la scène et de lumière, c'est assez ahurissant. D'un côté, on a une espèce de téléfilm et de l'autre, on a vraiment un film qui travaille sa lumière, qui met en place vraiment un moment assez tragique. Donc là, c'est quand même compliqué, quoi, visuellement. Et donc après, on passe à la Justice League de Zack Snyder, du coup. Et il y a beaucoup de choses à dire aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, du coup, de la Justice League de Zack Snyder dans le chat, comme ça on en discute un petit peu. J'ai vos avis et j'arrive un petit peu à rebondir sur ça. Snyder qui éteint la lumière sur le plateau, en fait, oui, parce qu'en fait ça raconte quelque chose. L'étalonnage d'un film, ça raconte quelque chose, et là en l'occurrence, Justice League, c'est censé être un film sérieux, qui raconte une histoire sérieuse pour le coup. On est censé avoir une colorimétrie qui suit du coup le ton du film qui est censé être sérieux. Et du coup, comme la Warner a dit, on fait pas un film sérieux, on fait un film à la Marvel, mais du coup, tout l'étalonnage va être retravaillé, sauf qu'en fait, l'éclairage sur le film, à la base, est censé être un éclairage pour travailler une colorimétrie qui est sombre. Du coup, on se retrouve avec une colorimétrie hyper pétante, avec une lumière qui n'a pas été travaillée pour ça, et du coup, on se retrouve avec un film qui est absolument hideux, quoi, visuellement. En tout cas, le Justice League de 2017. Le Snyder Cut est excellent, mais frustrant, car ça donne envie de voir des suites qui ne verront jamais le jour, et c'est dommage. Ouais, c'est vrai que le film se termine sur une espèce de cliffhanger qui n'était pas forcément utile, parce que on sentait que, je pense pas que tout le casting allait revenir pour se retaper un film Justice League, mais dans tous les cas, bon, Justice League de Zack Snyder, pour moi, je trouve que déjà ça naît d'un mouvement internet. Ça, quand même, il faut le dire. La version Snyder de Justice League naît d'un mouvement des fans sur internet qui vont mettre pression sur la Warner pour mettre en place ce film, parce qu'en fait, il y a eu des leaks comme quoi ce film existe, comme quoi les bobines sont là, et il y a même Zack Snyder qui va tweeter plusieurs images inédites du tournage, et il y a un mouvement sur internet qui va se créer, qui va être relié par tout le casting du film, qui est le hashtag release the Snyder Cut, du coup, et donc c'est à partir de là que va partir le projet, et la Warner, évidemment, ils sont malins, ils font pas ça pour la beauté de l'art, c'est-à-dire qu'ils vont, à cette époque-là, à la même époque, lancer leur plateforme de streaming HBO Max, et ils se disent, quoi de mieux pour lancer la hype de HBO Max et pour ramener des abonnements que de lancer officiellement le projet Justice League Zack Snyder, quoi. Donc du coup, ils vont débloquer 70 millions de dollars qu'ils vont mettre dans les poches de Zack Snyder. Lui, évidemment, il est pas bête, il va négocier les pleins pouvoirs et le final cut, donc le choix final du montage. Et du coup, avec ces 70 millions de dollars, il va repartir en tournage avec une bonne partie du casting, et il va du coup retravailler les effets numériques et l'étalonnage du film, et on va se retrouver avec un film de 4 heures, qui pour moi aurait pas dû faire 4 heures. On sent que le film, il aurait jamais fait 4 heures s'il était sorti au cinéma, parce que c'est un film qui était pensé pour être en 2 parties. Mais là, comme c'est un film de plateforme, en fait, Snyder s'est dit, de toute façon, c'est peut-être mon dernier baroud d'honneur chez DC, vas-y, je balance tout, je fais un énorme film, une énorme fresque de 4 heures avec plusieurs chapitres, et en vrai, le film est superbe. Moi, pour le coup, le Zack Snyder Justice League, je le mets quand même dans excellent. Je le mets dans excellent parce que pour moi, la trilogie Snyder, c'est-à-dire Man of Steel, Batman v Superman et la version de Justice League, pour moi constitue un bloc qui est ultra pertinent et qui est hyper intéressant et qui vraiment contraste complètement avec les films de super-héros de l'époque, et je prends toujours énormément de plaisir à revoir ces 3 films à la suite. Donc pour moi, on est sur un bloc pertinent, qui est suffisamment pertinent pour être au même niveau d'excellence, et moi je trouve que la trilogie de Zack Snyder sur l'univers d'ici est excellente. Donc voilà, pour moi le Justice League, Zack Snyder Justice League, on est sur du excellent. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, tout comme la colorimétrie de la prochaine série Harry Potter qui semble bien plus sombre que les films. Alors là c'est l'inverse, Snake, là tu nous parles de Harry Potter qui va contraster une série qui est censée être colorée, puisqu'en fait les films Harry Potter vont amener un aspect plus sombre dans la colorimétrie au fur et à mesure des films, parce que ça devient de plus en plus sombre au fur et à mesure des films, quoi, donc du coup. Mais là en fait on a un tome 1, donc à l'école des sorciers, qui est censé être relativement coloré, et qui ne l'est pas du tout, mais ça on y reviendra la semaine prochaine du coup, parce que la semaine prochaine je vais évoquer évidemment la bande-annonce d'Harry Potter, mais ça n'est pas le sujet ce soir, on va rester concentré sur ce sujet-là du coup. Et Robin qui nous dit: j'aurais tellement aimé le voir au cinéma en IMAX, mais même si j'ai conscience qu'un film de 4 heures au cinéma c'est impossible, c'est pas impossible si tu mets une entracte, quoi, tout simplement. Mais ouais, il y a des gens qui ont eu la chance de le voir au cinéma, et c'est vrai que pour le coup, ça aurait été sympa de le voir au cinéma pour le coup.
Pour moi, c'est excellent, hein. On va pas perdre plus de temps que ça sur la Justice League Zack Snyder, ou la Zack Snyder Justice League, du coup, comme le titre l'indique. Je pense qu'on va arriver, là, plutôt que d'être dans la suite, vu que je suis pas dans l'ordre chronologique, je pense qu'on va parler de Suicide Squad. Et on va entamer le débat, du coup, Suicide Squad, sorti en 2016. Et donc là, pareil, Suicide Squad, c'est vraiment un cas d'école en termes de complications. Donc, Suicide Squad. Moi, ce que je peux vous dire sur Suicide Squad, c'est que c'est un film qui sort en 2016. On est sur vraiment, là on parlait de James Gunn, on arrive vraiment sur l'univers de James Gunn, puisque 2 ans avant Suicide Squad, il y a Guardians de la Galaxie qui sort. Et ça va cartonner, et en fait, Guardians de la Galaxie, ça va amener ce que sera le blockbuster durant les 10 années à venir. On va avoir une pléthore de films qui vont tenter de copier la formule Guardians de la Galaxie, donc ça on peut le mettre au crédit de James Gunn du coup. Et le problème c'est qu'à la base, Suicide Squad il est pensé, parce qu'il sort entre BVS et Justice League, donc il est pensé pour être dans le même esprit visuel et thématique que les 2 premiers films de la franchise, donc Man of Steel et BVS, donc on est censé avoir un film sérieux. Et à la base, David Ayer, donc qui est le réalisateur de Suicide Squad, pense son film comme un film sérieux. Et quand on regarde la toute première bande-annonce de Suicide Squad, on se rend compte que c'est pas du tout le film qu'on va voir finalement au cinéma, parce qu'on est sur une bande-annonce qui nous présente une histoire très sérieuse, avec une colorimétrie qui est assez terne aussi. Et donc le film est censé quand même être un film intéressant, puisqu'il est censé vraiment suivre la thématique visuelle, enfin la thématique visuelle du coup des films de l'univers DC quoi. Mais le souci c'est que entre temps, Batman v Superman sort, et les critiques sont assassines sur le film, et du coup on se retrouve avec un film qui va être complètement repensé par le studio encore une fois, et qui va obliger David Ayer à faire un film fun, parce qu'ils adorent les films fun apparemment, en tout cas à l'époque ça cartonne, je veux dire au même moment Deadpool cartonne au cinéma. Donc là ça va enterrer le projet Suicide Squad comme il était censé être présenté à la base, et on va partir sur un truc fun, il va y avoir des reshoots, on va faire des blagues à tout va, on va avoir des méchants qui sont même pas méchants au final, parce qu'on a des personnages qui sont censés être des anti-héros mais qui le sont pas du tout. Je veux dire, on est sur un truc qui est... le souci principal, par exemple, ça va être le personnage de Will Smith, qui est censé être un tueur à gages, mais qui en fait est présenté comme une espèce de papa poule qui essaye de sauver sa fille adolescente. Donc on est sur un truc qui est complètement aberrant, je trouve. Enfin, ça fonctionne pas du tout, quoi. Le climax c'est nanardesque, hein, le climax, c'est absolument hideux visuellement. Cara Delevingne qui cabotine à mort. Enfin, c'est horrible. Le film est vraiment, vraiment compliqué à regarder. Le seul truc qui sauve un petit peu les meubles, c'est Margot Robbie qui campe une Harley Quinn absolument incroyable, et qui est complètement dans l'univers et dans le... Margot Robbie est superbe du coup en Harley Quinn, je veux pas perdre de temps. Elle est tellement superbe que du coup, en 2020, donc 4 ans plus tard, on va avoir pas un reboot, mais un espèce de... Ouais, j'ai pas le mot, mais en tout cas en 2020, il y a un film qui s'appelle Bird of Prey, et qui suit du coup, qui est une espèce de suite indirecte de ce Suicide Squad, où on va suivre le personnage d'Harley Quinn après les événements de Suicide Squad, où du coup, Joker, qui est censé être son petit ami, va disparaître, et du coup, on va avoir un film qui va parler d'émancipation féminine, de clans 100% féminins, et c'est assez intéressant sur le papier, parce que l'émancipation, comment il est amené, ça peut être cool, mais je trouve que le film fonctionne pas par plein d'aspects qui sont ailleurs. Je trouve que la mise en scène est complètement aux fraises, je trouve que le film essaye d'être faussement cool, et ça fonctionne pas, un peu comme Suicide Squad en fait. Suicide Squad, il y a écrit regardez moi je suis cool, et en fait ça rend le film pas du tout cool finalement, et c'est un peu dommage. Mais du coup on se retrouve avec Bird of Prey du coup, qui est la suite indirecte de Suicide Squad, et qui fonctionne pas non plus, et qui en plus est complètement incohérent avec l'univers du coup de DC, puisqu'en fait il appartient au DCU, mais il se passe des trucs tellement énormes où on se dit où est Batman dans ce film par exemple. C'est tout à fait logique que Batman apparaisse dans ce film, et il apparaît pas du tout. Donc du coup écoutez, moi Suicide Squad je le mets dans Turbo Caca, et Bird of Prey je vais le mettre dans Potentiel Gâché, parce que je trouve que le film est quand même assez mauvais, on va pas se mentir, mais il y avait un truc qui était faisable, et on sent qu'il y a un truc qui aurait pu se passer et qui ne s'est pas passé malheureusement. Donc je le mets dans Potentiel Gâché. C'est très simple, Margot Robbie sauve le film. Moi je suis un peu d'accord. Alors pour moi elle est pas assez... Elle est douée, mais c'est pas suffisant pour qu'elle sauve le film pour le coup. On me demande dans le chat s'il existe une version Director's Cut de... Il y a une version Director's Cut de Suicide Squad, mais ça ne change rien. Pour le coup, là, la Director's Cut va ramener... En fait, la Director's Cut va avoir le mérite de rajouter des scènes au Joker, en fait,
Et ça c'est plutôt cool, parce qu'on va avoir plus des scènes du Joker, parce que dans la version cinéma, le Joker est aux abonnés absents. Au moins dans la Director's Cut de Suicide Squad, on voit un peu plus le Joker, mais en termes de construction, ça fonctionne toujours pas. Après, David Ayer avait essayé de lancer le mouvement release de Ayer Cut, mais tout le monde s'en foutait pour le coup. Donc voilà, alors, attendez, je vérifie un truc sur Suicide Squad, parce qu'on va parler après de The Suicide Squad de James Gunn, mais il faut que je vérifie une info pour être sûr. Je vérifie un truc, excusez-moi, je suis désolé, le blanc dans les lives c'est pas fou, mais parce que je veux être sûr de pas dire de bêtises. Donc oui, effectivement, donc on a Suicide Squad qui est pas dingue, on a Bird of Prey qui sort en 2020, et un an plus tard on a The Suicide Squad du coup, qui va un petit peu rebooter tout ça, mais c'est un peu bizarre parce que Suicide Squad, encore une fois, il arrive à une époque, alors je saute un peu les étapes, il y a plein de films entre temps, on va y venir, mais The Suicide Squad, en fait, il s'inscrit dans un univers, en fait, qui n'en est plus un, et du coup, en fait, il se présente comme une espèce de stand-alone, finalement, et je le trouve assez pertinent dans ce qu'il est, moi je le trouve plutôt bien, The Suicide Squad, mais je vais d'abord lire vos avis sur Bird of Prey, parce que je trouve ça quand même intéressant qu'on en parle. Robin qui nous dit « Bird of Prey, j'ai eu l'impression de voir Deadpool sous farine blanche, avec la mise en avant de l'émancipation féminine, mais j'aime bien Ewan McGregor en Black Mask. » Ouais, effectivement, oui, c'est à peu près ça. Et comme Justice League pour Suicide Squad, il y a aussi un higher cut. Ok, oui, donc, ouais, effectivement, ouais, voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça pour le coup. Et toi, Amo, tu aimes bien Bird of Prey. Après, tu peux, comme je dis, il y a du potentiel. Hein. Bird of Prey, c'est potentiel gâché pour le coup. Il y a un film qui aurait pu être pas mal, mais je trouve qu'il fonctionne pas trop. Mais après ça, il y a quand même The Suicide Squad, du coup, pour terminer la trilogie Suicide Squad. On a The Suicide Squad, du coup, qui sort en 2021. Je trouve que le film, du coup, là, pour le coup, on a un Suicide Squad qui s'inscrit vraiment dans ce qu'il est censé être, donc c'est-à-dire un film cynique, avec de vrais anti-héros. Et dès l'introduction, on nous présente un film qui est vraiment un film Suicide Squad, c'est-à-dire un film gore, avec une équipe du coup qui est complètement sacrifiée dès le début. Donc en fait on nous présente une équipe, on nous fait l'introduction d'une équipe et on la met directement sur le terrain, donc on se dit bah ok ça va être la Suicide Squad, et en fait ils sont tous massacrés dès le début du film. Et on a vraiment l'essence même de ce qui est censé être la Suicide Squad. Et après évidemment on va nous présenter la vraie équipe, avec déjà le personnage de... Merde, je sais plus comment il s'appelle, qui est interprété par Idris Elba, et qui est un peu le Will Smith du premier Suicide Squad, mais lui au moins, Idris Elba a la présence d'esprit, contrairement à Will Smith, de pas s'accaparer le projet et de vraiment laisser vivre le projet comme ce qu'il est censé être. Et on voit déjà la différence dans la façon dont James Gunn va mettre en avant ses anti-héros. On le voit dans une scène un peu similaire, avec Will Smith qui parle à sa fille et le personnage d'Idris Elba qui parle à sa fille. On a une espèce d'avant-après et de tout et son contraire entre les deux films Suicide Squad, qui résume parfaitement la différence entre les deux films. Et du coup j'ai mis en avant cet extrait, je vous le montre de suite. Je t'aime, papa. Moi aussi je t'aime. Pauvre con! Non, toi, pauvre conne! Pauvre conne! Pauvre con! Pauvre conne! Pauvre conne! Donc voilà, on a d'un côté un papa qui fait des câlins à sa fifille, et de l'autre côté on a un papa qui insulte sa fille de Puffcon. Donc là on a vraiment l'aspect Suicide Squad, c'est au moins dépeint comme c'est ce que c'est censé être. Je veux dire, il y a une scène dans le film où t'as la Suicide Squad qui va tuer tout un groupe de rebelles innocents et qui essaye de sauver tout un pays, donc c'est quand même, on a un truc, et ils s'en foutent un petit peu, à la fin ils sont en mode ah, oups, désolé. Donc là on a vraiment la Suicide Squad dans ce que c'est censé être, et ça c'est super intéressant. John Cena en Peacemaker, voilà, c'est fabuleux. On va ensuite avoir une série de 2 saisons qui est superbe aussi, et on a cette espèce de boss final, une espèce d'étoile de mer qui sort de ses aisselles des petites étoiles de mer. Donc on est sur un aspect ultra absurde, on amène un côté ultra absurde qui est très propre à James Gunn finalement. Et ça fonctionne très bien parce que Suicide Squad est censé être est censé évoluer dans un univers absurde. Je veux dire, le requin qui est interprété par Sylvester Stallone, en tout cas Sylvester Stallone prête la voix au requin, ça fonctionne super bien. Donc The Suicide Squad pour le coup, écoutez, moi je le mets dans bien. Voilà, c'est un bon film, Suicide Squad. C'est peut-être le meilleur film de James Gunn après le premier Gardien de la Galaxie. Quoique il y a Gardien de la Galaxie volume 3 aussi qui est pas mal. Mais en tout cas, c'est un film où on se dit, ouais, si James Gunn reprend d'ici, ça peut être pas mal. Mais le problème, c'est que James Gunn, il est attaché à des personnages bien précis et ça fonctionne pas partout, mais on y reviendra avec son Superman. Mais du coup, ouais, pour moi, The Suicide Squad, c'est bien. Deathstroke, tout à fait, il s'appelle comme ça, oui, tout à fait. Là, on parle du... Alors là, on me parle du... C'est vrai que j'ai pas parlé du Joker de Jared Leto, parce que c'est une évidence, le Joker est raté, je trouve. Jared Leto passe
complètement à côté du personnage dans le Suicide Squad 2016 du coup. C'est le Joker gangsta, moi je m'y attendais pas. Mais Robin qui nous dit et les gens qui critiquent Jared Leto et son investissement dans le rôle du Joker, il faut rappeler que c'est un adepte du method acting comme Christian Bale qui a toujours fait ça et il suit les traces d'Heath Ledger en appliquant la method acting pour jouer le Joker comme le fera Joaquin Phoenix des années après. Oui, non, mais je suis d'accord. Après, en fait, le souci, c'est pas, au final, c'est pas vraiment Jared Leto. C'est en fait la façon dont le Joker est écrit, la façon dont il est mis en scène dans le film, et comment le montage final le met en avant, en fait. Et à partir de là, Jared Leto, il peut être le meilleur acteur de tous les temps. Ça changera rien que le personnage est raté, en fait, parce qu'il est, au moins, on peut leur mettre à leur crédit qu'ils ont voulu faire un Joker complètement différent de ce qu'on connaissait. Très bien. Mais en fait, c'est juste un freak, quoi, tu vois, c'est pas, il a aucune complexité, c'est ça qui est dommage, quoi. En même temps, à la base, Will Smith devait revenir dans ce film, mais il a refusé pour tourner King Richards, qui lui a valu un Oscar. Ok, bah il a bien fait parce que Will Smith, franchement, je suis plus team Idris Elba que Will Smith, perso. En tout cas, là, depuis 10 ans. Hein. Alors, évidemment, Will Smith des années 90, il est intouchable, mais Will Smith depuis 10-15 ans, là, c'est cata, hein. Franchement, sans parler qui met des baffes aux gens en direct à la télé. Mais en tout cas, il y a eu cette rumeur comme quoi Will Smith s'est vraiment accaparé le projet Suicide Squad, qui s'est voilà, c'était un petit peu la diva sur le plateau. Il s'est mis beaucoup en avant. Il a un petit peu mis son nez dans le scénario. Il s'est mis beaucoup en avant. Donc voilà, on le voit avec la scène. Elle est superbe cette scène où t'as Will Smith qui tire sur tous les espèces de zombies bizarres là. Elle est géniale cette scène, mais tu sens que c'est un truc qui a été écrit par lui-même quoi. C'est vraiment une espèce d'ego un peu surdimensionné sur ce film malheureusement, alors que c'est un film qui est censé être au service d'un univers global et pas d'un acteur. On est plus dans les années 80 quoi. The Suicide Squad qui est beaucoup plus fidèle au matériel de base. Ouais, je suis d'accord. Après moi je vous avoue que je suis pas un aficionados des comics d'ici, donc je peux pas comparer tous les films à leur adaptation papier, mais je vous fais confiance si vous avez, si vous me le dites, moi je vous fais confiance pour le coup. The Suicide Squad de James Gunn, j'adore, même si on sent que la communication était délicate, car tout le monde dit que c'est pas une suite à Suicide Squad d'ailleurs, alors qu'on retrouve une partie de casting original, mais mis à part ce détail, le film est cool, John Cena en Peacemaker est génial, Margot Robbie est toujours aussi fabuleuse, Idris Elba est génial, Sylvester Stallone est touchant, ouais, tout à fait, je suis d'accord. Après, The Suicide Squad, malheureusement, il va en pâtir à cause du Covid, parce que bon, il va pas être rentable, parce qu'il va sortir sur HBO Max très rapidement après sa sortie ciné, donc en fait, ça va être un des films les plus téléchargés illégalement de l'année 2021, je crois, parce qu'évidemment, si tu mets un film en 4K sur une plateforme de streaming, t'as une chance sur deux que le lendemain il soit en téléchargement illégal, donc du coup il sera pas rentable à cause de ça, mais au moins il conserve une belle énergie aujourd'hui. Moi j'aime bien le revoir en tout cas, il me gêne pas quoi. N'empêche, si Disney n'avait pas viré James Gunn à l'époque, on n'aurait pas eu The Suicide Squad ni le DC Universe. Oui, c'est sûr, oui. Après, ils ont bien fait de le reprendre, parce que les Gardiens 3, c'est fabuleux, je trouve, je l'ai revu récemment. Mais ouais, non, je suis d'accord. Ça, pour le coup, il est arrivé avec un bon film, ça, on peut pas lui enlever, ça, c'est sûr. Donc voilà pour ce qui est de Suicide Squad. On a donc un turbo caca avec le Suicide Squad de David Ayer, qui est sorti en 2016. On a un potentiel gâché avec Bird of Prey, que je trouve quand même mauvais, hein. Le film est mauvais, franchement, le film est vraiment mauvais, mais je sais pas, je trouve qu'il y a une DA qui aurait pu, il y a un truc intéressant sous ce film-là, voilà, c'est dommage. Et on a un bon film, je trouve, avec The Suicide Squad de James Gunn, qui fonctionne très bien, avec de très belles scènes pour tout le monde, tous les personnages brillent, donc voilà, on est bien sur ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors attendez, parce qu'il faut que je... Ensuite, on va passer à quoi? On va passer en Wonder Woman, tiens. Alors, Wonder Woman, ça sort en 2017. Donc ça sort avant ou après Justice League? Je crois que ça sort après Justice League, si je dis pas de bêtises. Ça sort après le Justice League de Joss Whedon, du coup. Et Wonder Woman, écoutez, moi je trouve que c'est super. Je le mets dans bien, je vais le mettre direct dans bien, et après je vous dis pourquoi. Mais pour moi, Wonder Woman, c'est bien parce que je trouve que déjà la première heure du film est vraiment fabuleuse. Sur l'île, je sais plus comment elle s'appelle, l'île, je crois que c'est Themyscira, un truc comme ça. Cette première partie sur l'île où on découvre la vie des Amazones, où il y a vraiment une mise en place de l'univers, des détails qui sont mis en place, même visuellement, hein, c'est
relativement numérique, mais c'est quand même assez joli. Elle est très très galvanisante cette première heure, je trouve qu'elle nous fait rentrer dans le film de la plus belle des manières. Et ensuite, quand le film continue sur ce personnage du coup de Diana qui va découvrir le monde moderne, et donc Londres, et qui va un petit peu, comment dire, on va y avoir ce fossé entre la modernité et la façon rustique dont elle a de se comporter. On est un petit peu sur le scénario des Visiteurs finalement avec Christian Clavier, hein, c'est le même principe. Mais c'est intéressant du coup parce que ça amène un personnage touchant, puisque voilà, quand elle va s'émerveiller sur tout et n'importe quoi. Dès qu'elle va manger une glace, ça va être extraordinaire, tout ça. Donc ça c'est plutôt intéressant et c'est ce que j'aime bien dans ce film-là. Donc ouais voilà, donc Wonder Woman, super intéressant je trouve. De Patty Jenkins qui est sorti en 2017 et je trouve que le film vraiment je veux dire la scène du No Man's Land là où t'as du coup Wonder Woman qui va vraiment commencer à combattre du coup durant la guerre est absolument incroyable je trouve avec la musique encore une fois de Hans Zimmer et Jen Kingsell, mais surtout le film arrive à iconiser son personnage, je trouve. Il prend le temps, je crois que c'est plus d'une heure après le film, on commence vraiment à mettre en place l'héroïne comme elle est censée être représentée, et surtout le film prend le temps de l'iconiser, et en fait il prend le temps de nous la présenter pour qu'on s'y attache, et après ça il l'iconise d'une belle manière en fait, ce qui fait que le personnage est de suite très attachant. Et encore une fois, Gal Gadot, je trouve qu'elle s'en sort assez bien dans ce film-là. Pour l'instant, ça fonctionne bien, c'est après que ça va commencer à partir en cacahuète. Dans Justice League, déjà, elle est pas dingue. Après, la pauvre, bon, voilà. Et dans Wonder Woman 84, qui va suivre juste après, effectivement, là, c'est très compliqué. Pour le coup, là, il y a plus d'efforts de fait. Mais voilà, le seul souci, je trouve, les deux seuls soucis de Wonder Woman, pour moi, ce sont les Allemands, que je trouve très clichés, comme dans tous les films. Voilà, on est toujours sur la même dynamique des Allemands pendant la guerre. Alors, vous me direz, c'est comme ça les Allemands pendant la guerre, mais je veux dire, la manière dont le film le met en scène, ça rappelle un peu les Indiana Jones et tous ces films-là, quoi. Donc on est sur un truc assez cliché. Et évidemment, le climax ultra numérique est très très moche, qui a été imposé encore une fois par la Warner, qui a complètement gâché le film, parce que ça devait pas du tout se terminer comme ça. Et ça, pour le coup, il met vraiment un coup au film. Il aurait pu être excellent si la fin était pas ce qu'elle est, mais malheureusement, la fin est escalé, donc voilà. Wonder Woman, le film est super jusqu'à la fin, c'est exactement ce que je viens de dire, on a le même avis Robin, c'est super. Son thème musical, quand elle rentre en action, amène une puissance jouissive. Ouais non mais vraiment, pour le coup, le thème musical de Wonder Woman, c'est un des meilleurs, quoi. Il est vraiment top, et surtout la scène, vraiment, comme je dis, prend le temps d'iconiser le personnage, donc ça c'est assez cool, superbe. Wonder Woman, bon film. Moi j'ai rien à dire pour le coup, là on est vraiment sur quelque chose. Alors surtout ce qui est intéressant c'est que ça prend un petit peu le contre-pied de l'univers de Snyder, mais malgré tout il y a quand même une patte graphique et visuelle qui quand même rattache le tout, donc c'est pas mal. Mais on est sur quelque chose de beaucoup plus léger, mais ça passe quoi, je veux dire c'est intéressant. En tout cas c'est... Tant que le film est pensé comme ça à la base, mais forcément, ça fonctionne toujours bien, quoi. Bref, Wonder Woman, c'est pas mal. On passe maintenant, du coup, à sa suite, qui sort, 3 ans après, je crois, en 2020, sort en 2020, ouais. Wonder Woman 84, et là, là, c'est la douche froide. Déjà, il faut savoir que le film va être complètement enterré par la Warner parce qu'il sort directement en streaming. Après, on est en pleine période de Covid, hein, vous me direz, mais du coup, le souci, c'est que à partir de là, le film, à la base, n'est pas pensé pour sortir en streaming. Donc, déjà, ça va être compliqué. Et surtout, le film est laid, quoi. Le film est vachement laid visuellement. C'est une catastrophe. L'époque Covid d'ici, c'est très compliqué. Hein. Visuellement, c'est une catastrophe. Et surtout, il surfe sur. Je veux dire, ça s'appelle Wonder Woman 84 parce que ça se passe en 84. Il surfe sur cette espèce de style Stranger Things pour justement pour être dans la hype du moment, mais en fait les années 80 vont à aucun moment servir le propos du film, quoi. Donc c'est juste pour amener un aspect visuel années 80 pour dire regardez, on est dans le coup, nous aussi on aime les années 80, quoi. Donc c'est assez dommage, je trouve. Alors je l'ai dit, mais le jeu de Gal Gadot il est complètement aux fraises, hein, pour le coup. Là on est sur quelque chose qui est enfin ouais, ça fonctionne pas, quoi. Elle dégage aucune émotion, on dirait qu'elle récite son texte, enfin c'est compliqué. Et surtout, en fait, c'est le développement du personnage qui est compliqué parce que je trouve que on a une figure féministe forte qui a perdu son crush il y a genre 60 ans, et qui 60 ans plus tard continue à y penser, et limite est en dépression encore par rapport à ça, alors que le gars, elle l'a connu 6 mois dans les années 10, et que là on est dans les années 80, et elle continue encore à y penser, donc je trouve ça bizarre, genre en gros, entre-temps, elle a pas eu le temps de rencontrer des gens qui étaient sympas, intéressants. Genre, elle est obligée de vivre au crochet, enfin en tout cas sentimentalement au crochet d'un autre homme qu'elle a rencontré il y a 70 ans, elle peut pas s'émanciper de ce truc-là. Et c'est bizarre parce que du coup c'est un film qui est écrit par Patty Jenkins du coup, et je trouve que dans le film elle met en avant déjà ce truc là qui est déjà pas terrible, mais elle met en avant des trucs hyper glauques je trouve, et qui sont à l'opposé justement de l'aspect féministe qu'elle essaie de mettre en avant. Je veux dire, il y a littéralement Wonder Woman, donc Diana,
s'accapare le corps d'un autre homme et couche avec lui sans son consentement, puisqu'en fait, dans le film, du coup, Trevor, qui est son ancien petit ami du premier film, revient à la vie à travers le corps d'un autre homme, mais sauf qu'en fait, le film nous fait comprendre qu'en fait, c'est l'autre homme qui est contrôlé, en fait, donc pendant un moment, l'autre homme est complètement marabouté, en fait, et donc t'as Gal Gadot qui va se servir de ce corps-là pour faire revenir son ancien petit ami, pour coucher avec lui, et en fait, l'autre gars, quand il va se réveiller, en fait, du coup, il se sera passé des trucs sans qu'il le sache, quoi, donc c'est un peu dégueulasse, finalement, je trouve, quand on y pense, c'est assez glauque comme truc. Alors, je parle même pas, évidemment, de la méchante qui... ils ont fait genre la moche, alors qu'elle est sublime, hein. L'actrice qui joue l'antagoniste, la blonde, j'ai oublié son nom, elle est sublime. Et elle est censée être la moche de service, puisque, évidemment, Diana Gal Gadot est un peu la touche charme du film. Donc on nous fait croire que cette actrice-là, enfin que ce personnage-là est moche, et se sent moche avec des lunettes, qu'en fait, il suffit qu'elle enlève ses lunettes pour que, d'un coup, elle se sente belle. Donc on est sur un cliché absolu, quoi. Pedro Pascal, qui est en cosplay Donald Trump, j'en parle même pas, évidemment, ça c'est aberrant. Et ce climax, pareil, qui est horrible, je veux dire, on a le personnage... C'est Katz, voilà. Je sais pas si vous connaissez Katz, mais c'est ça, en fait, c'est... la méchante, c'est un gros chat qui attaque Gal Gadot, qui est dans une espèce d'armure bizarre avec des ailes dorées. Et ensuite, on a Pedro Pascal, du coup, qui fait un discours ultra pacifiste à travers le pouvoir de Gal Gadot pour arrêter la guerre dans le monde. Enfin, c'est turbo caca, hein, franchement, là, on va pas se mentir, c'est turbo caca. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas d'autre truc à dire. Donc dites-moi ce que vous en pensez un petit peu de ce Wonder Woman 84, mais pour moi c'est vraiment la douche froide par rapport au premier qui était super intéressant. Wonder Woman en un mot, c'est kitsch. C'est tellement kitsch, ouais c'est très kitsch, oui. C'est totalement kitsch, hein. Pour le coup, la résurrection de Steve n'a aucun sens, je suis d'accord. La méchante avait du potentiel, mais le design est laid. Et même si j'adore Pedro Pascal, là ça marche pas. En fait, Pedro Pascal, ouais, il fonctionne pas dans ce personnage. C'est pas... Enfin, ouais, ça fonctionne pas, je trouve. Mais non, il y a pas... C'est vraiment... Ouais, c'est... Wonder Woman 84, c'est vraiment un mauvais film. Et c'est long, je crois que ça dure 2h30. C'est si long. Et pourtant, vraiment, la première fois que je l'ai lancé, j'étais vraiment enthousiaste. Parce que j'avais le souvenir du premier film. Je me suis dit, putain, c'était pas mal le premier film. Je me suis dit, la DA 84, tout ça. J'aimais bien l'affiche. L'affiche est super belle. Toute la communication visuelle autour du film, ça rend super bien. Donc j'étais quand même assez enthousiaste, mais waouh, la douche froide, elle était... Là, c'était compliqué, quoi. Le côté Wonder Woman déprimé du début est nul, le film décolle pas. Effectivement, ouais, c'est... je suis d'accord, oui. Turbo caca, je suis d'accord. Dites-moi hein, si visiblement tout le monde est d'accord, mais oui, turbo caca. Et ensuite, on va passer à un autre univers, à l'univers d'Aquaman. Aquaman, ça sort en 2018, c'est réalisé par James Wan, qui est entre autres le réalisateur de Insidious, du premier Saw, et des 2 premiers Conjuring, donc super réalisateur moi je trouve, hyper intéressant dans ce qu'il amène en termes de mise en scène, et de comment il place sa caméra, tout ça, donc c'est super. Aquaman, ça va être le plus gros succès commercial du DCEU, et ça va être le seul film du DCU à passer le $1 milliard. Donc déjà ça c'est pas mal, c'est à noter. Et Aquaman, moi je trouve ça vraiment stylé de fou. Je me souviens de ma séance au cinéma, j'étais allé le voir en IMAX. Je suis sorti de là, je me suis dit putain mais j'en ai eu pour mon pognon quoi. C'est vraiment, je me suis dit mais j'ai pris mon pied de ouf quoi. Je sais pas comment vous expliquer, mais alors aujourd'hui je l'ai revu un petit peu à la baisse, même si je le trouve toujours aussi génial. Mais ma première séance au cinéma, je m'en souviens encore de Aquaman. Je me suis dit putain mais c'est quoi ce film de malade quoi. Il est ultra généreux. Je pense que c'est comme ça qu'on peut résumer Aquaman. Il est ultra généreux. Il est très généreux dans sa mise en scène. La mise en scène du film est incroyable. James Wan est d'une fluidité dans la mise en scène. Je veux dire, les combats sont en plan séquence avec la caméra qui tourne. Les courses-poursuites, c'est pareil. La caméra, elle passe à travers des fenêtres, elle revient dans la rue, machin. C'est ultra fluide en termes de mise en scène. C'est hyper bien pensé. On a des plans qui sont réfléchis et ça fait plaisir. Même si c'est des plans numériques, au moins ce sont des plans réfléchis. Et surtout, en fait, on a une iconisation des personnages qui est ultra mise en avant, je trouve. Genre, les personnages vont faire des poses ultra badass pendant genre 10 secondes pendant un plan. Et ça va justement rappeler les cases des comics, en fait. Et je pense que c'est pensé comme ça, puisque les comics, comme c'est des cases figées, les plans vont être un peu plus figés sur l'iconisation des personnages pour nous rappeler un petit peu les cases des comics. Et du coup, je veux dire, la scène on a la scène de l'affiche, du coup, d'Aquaman, où il tient son espèce de fourche comme ça, où il sort du truc, où il vient de récupérer son costume. Là, je veux dire, au cinéma, on est là, putain, mais c'est le super-héros par excellence, ça, à partir de là, quoi. Donc, on a un truc sur Aquaman, moi, je trouve, qui est ultra satisfaisant. Voilà, le film est ultra satisfaisant, je trouve. Même le climax
il est ultra... c'est du bordel numérique. On a Dolph Lundgren avec sa perruque rousse là qui flotte. On a Willem Dafoe qui est habillé comme un ninja et qui parle sous l'eau. Enfin, ça part dans tous les sens. C'est un nanar pas possible, mais c'est ultra généreux, je trouve, donc ça fonctionne trop bien. Moi voilà, Aquaman, c'est excellent pour moi. Le premier Aquaman, c'est excellent pour moi. Franchement, c'est le plus gros succès du DCU, et au moins, c'est mérité, on va dire, voilà. Aquaman, c'est une bonne surprise. Pour le coup, ils ont réussi leur pari marvelesque sur ce film. Mais je trouve qu'ils vont plus loin que Marvel encore. Ils vont encore plus loin que les films Marvel parce que ils partent sur une mise en scène qui est ultra assumée en mode giga comics. Le dernier film qui a vraiment assumé son côté comics, c'était genre Hulk de Ang Lee, quoi. Donc c'est pour ça que je me dis, c'est fou ce film, c'est un ovni, je trouve, dans le... je trouve qu'il ressemble pas justement à un film du MCU, je trouve qu'on est sur quelque chose de complètement différent, quoi. Il est à part, je trouve. Vraiment, Aquaman, j'avoue, j'ai de la sympathie, c'est visuellement assez impressionnant, c'est vrai. Jason Momoa pue le charisme, mais en Aquaman, et les scènes de combat sont cool, les tenues sont vraiment bien faites. Ouais, les tenues, c'est pareil, genre Black Mamba, là, le méchant, là, avec cette espèce de grosse tête de mouche, là. T'es à deux doigts de te dire, mais c'est nanar, quoi, ça peut partir en cacahuète à tout moment, tu vois. Ça peut nous sortir du film, et finalement, le mec assume à fond, et reprend le design du comics, et nous sort des tenues ultra affriolantes, très colorées. Bah, je trouve ça génial pour le coup. Et Ayla qui nous dit, bah du coup salut Ayla, du coup bienvenue, et qui nous dit peut-être pas excellent mais bien, ok d'accord. Ouais non mais je l'évalue à la hausse, hein. Aquaman pour le coup je suis d'accord, mais moi en fait j'en ai un souvenir de... Mon souvenir de séance qui est tellement marquant, je me suis tellement éclaté au cinéma, ça m'arrive quand même... Ça m'arrive souvent, mais pas à ce niveau-là, de me dire putain, mais vraiment, je suis allé voir un blockbuster, quoi, dans le sens le plus pur du terme, quoi. Genre, j'ai pris mon pied et c'était génial, quoi. C'était beau, c'était bien fait, c'était galvanisant, c'était iconique. Donc moi, je me souviens surtout de ça. Après, je l'ai revu, évidemment, et je l'ai revu sans à chaque fois me dire, oh mon dieu, c'est excellent. Mais ce premier visionnage en salle, il m'a complètement marqué, donc pour moi, je suis obligé de le mettre dans excellent, quoi. Donc... passons à la suite. Alors la suite c'est moins joisse pour le coup là. La suite on est moins joisse puisqu'on passe du coup à la suite d'Aquaman. Déjà en fait ça je comprends pas. Aquaman ça sort en 2018 et c'est le plus gros succès de l'univers DC, donc plus d'1 milliard de dollars. Et pourtant, ces teuteux, ils vont sortir la suite 5 ans plus tard, ce qui est énormissime, je trouve. Il aurait dû sortir 2 ans plus tard, le truc. Ils auraient dû dire, ok, c'est bon, au bout de 2 semaines d'exploitation en salle, on démarre la suite, on y va direct, quoi. La suite sort donc en 2023, et Aquaman et le Royaume perdu, donc qui est la suite d'Aquaman, est officiellement le dernier film du DCEU. Bah là, c'est comme Wonder Woman 84, c'est vraiment la douche froide, parce que j'attendais énormément la suite d'Aquaman, parce que, comme vous l'avez entendu, j'adore le premier. Là où James Wan, il est ultra pertinent sur le premier, où sa mise en scène, elle est pétillante, où vraiment il prend le temps de faire des belles scènes, je trouve que sur la suite, il est complètement inexistant. Même, il reprend la réalisation, mais il est complètement inexistant dans la mise en scène, je trouve, à part quelques moments de bravoure qui sont un peu intéressants, je trouve que le film est d'un plat et d'une fadasse en termes de mise en scène par rapport au premier, c'est assez ahurissant, alors que c'est le même réalisateur. Et pareil, les personnages, en fait, ils ont tout perdu. C'est-à-dire que là où le premier les iconisait un maximum, les mettait sur un piédestal, ici en fait on a un Aquaman où on se dit putain on veut le voir en roi d'Atlantide, on veut le voir comment il fonctionne avec son costume, tout ça, enfin on veut le voir évoluer dans cet univers quoi. Finalement on se retrouve avec un personnage qui n'a pas évolué, qui se retrouve chez lui, père de famille sur Terre, en pyjama en train de boire de la Guinness, dans un placement de produit pas du tout bien amené, enfin... Et en fait on se dit mais c'est fou quoi, le film nous l'iconise un maximum le premier mais d'une manière assez ahurissante, et le 2 nous l'amène et nous le met en place comme un espèce de débile bof, enfin ça fonctionne pas du tout. Enfin pareil pour son frère qui est le méga méchant dans le premier, qui est ultra puissant tout ça, dans le 2 c'est une espèce de sidekick où il suit son frère comme un toutou, enfin ça fonctionne pas du tout. Amber Heard du coup qui a un personnage qui est, je sais plus comment s'appelle le personnage, mais qui est la femme de Aquaman, et qui a eu du coup des soucis judiciaires avec toute cette histoire de procès avec Johnny Depp, tout ça, je sais pas si vous avez eu vent de cette histoire, mais du coup elle est complètement coupée au montage, mais d'ailleurs j'en parle dans une extrait vidéo, je vais vous le mettre tout de suite l'extrait vidéo, comme ça vous allez savoir de quoi je parle sur l'histoire de Amber Heard dans Aquaman 2. C'est parti. À deux doigts de se faire virer, elle va finalement réussir à conserver son job grâce à son petit ami de l'époque, Elon Musk, qui va envoyer une lettre de menace à la Warner. Le film va donc devoir faire avec le personnage, et la production repart en tournage pour faire en sorte que Mera ne soit plus qu'une figurante. On coupe des scènes d'affection qu'elle devait avoir avec Arthur, des scènes de combat qu'elle devait avoir avec Black Manta, pour au final ne lui offrir que 20 minutes à l'écran. Là c'est simple, la pauvre Mera n'est qu'une plante dans le décor.
décor. À la seconde où on pense qu'elle va ouvrir la bouche pour prendre part à l'intrigue, la scène est coupée. On a donc un personnage pourtant décisif du premier film, qui n'a plus d'autre utilité que de jouer les mères de famille. Et le souci c'est que ça va se ressentir à travers le découpage du film. La fluidité du premier opus a complètement disparu. Le montage n'a aucune homogénéité. Les scènes s'enchaînent comme une sorte de best-of. L'ambition de faire un film d'aventure fun et fluide a complètement disparu. Le film se clôt sur une espèce de fond vert dégueulasse, où Momoa semble sous l'emprise d'un peu trop de Guinness, dans une scène mal amenée où Aquaman annonce l'existence de l'Atlantide. Ce qui est une incohérence totale avec l'univers puisque le monde sait qu'Aquaman existe, donc il se doute bien qu'il ne vient pas de nulle part. Mais qu'importe, le DC Extended Universe se termine pour de bon avec ce film, et surtout avec cette ultime scène finale où Orm mange un burger au cafard. Belle métaphore pour dire que cet univers cinématographique, délicieux sur le papier, a été gâché par de la vermine. Le personnage de Mera du coup est complètement coupé au montage, et que ça se sent en fait dans le film qu'elle est coupée au montage parce que tu sens qu'au moment où elle va prendre la parole, où elle va être décisive dans l'intrigue, on passe à une autre scène en fait, donc ça fonctionne pas du tout, et on sent que le film est charcuté à cause de cette histoire là, et du coup ça va complètement nuire au film, du coup ce qui fait que le film est hyper raté je trouve, et effectivement comme je dis dans la vidéo, enfin dans l'extrait que vous avez vu, tout dernier plan du DCU, comme c'est le tout dernier film du DCU, le tout dernier plan du DCU c'est un gars qui mange un burger au cafard, donc c'est une belle métaphore de ce qu'est le DCU, c'est-à-dire un bel emballage enrobé de caca, quoi, tout simplement, voilà. Donc du coup, voilà, qu'est-ce que vous me dites un petit peu, vous, sur Aquaman 2, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le Aquaman 2, si vous l'avez vu, il y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu, parce que ça a fait 2 fois moins, je crois, au box-office, ça a été un four. D'ailleurs, je vais le classer, hein, j'ai oublié de le classer, c'est turbo caca, hein. Aquaman 2, c'est turbo caca, hein. Je pense que on peut se le dire. Ah, je sais pas si je le... je vais le mettre dans pas dingue, je sais pas si je le mets dans pas dingue. Non, je le mets dans Turbo Caca, c'est Turbo Caca. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, vous le mettez où, vous? Ah, et là, il le met passable pour les acteurs. Ok. Donc toi, tu l'aurais mis dans pas dingue, plutôt. Oui, effectivement, le film partait pas gagnant, mais malgré tout, ça a complètement cassé la dynamique du film, je pense. C'est vraiment dommage, tout ça, parce que les personnages du DCU ont tellement du potentiel. Du DCU, tu veux dire, parce que DCU, c'est le truc de maintenant. Plus que les personnages Marvel, même si c'est subjectif, oui, effectivement, oui. En dessous de Turbo Caca, non, quand même pas. Je veux dire, je préfère regarder Aquaman 2 que Suicide Squad, par exemple, tu vois, pour le coup. Perso, je le mettrais dans pas dingue. Ouais, vous en pensez quoi? On le met dans pas dingue ou pas? Est-ce qu'on le laisse dans Turbo Caca ou est-ce qu'on le met dans pas dingue? Dites-moi ce que vous préférez, Turbo Caca ou pas dingue, dans le chat. En fonction, je changerai, mais dites-moi. Peut-être que je suis trop dur avec Aquaman 2, mais j'en garde pas un bon souvenir, je l'ai vu qu'une fois, et c'était pas très... Aquaman 2, je trouve que... qui n'est pas aussi horrible que ça. Ok, donc ouais, donc vous êtes pas tous sur du turbo caca, quoi. Hein. À part Lozout qui me dit turbo caca, du coup. Pas dingue. Ouais, donc vous êtes 3 quand même sur le pas dingue. Hein. Bon, ok, on va le mettre à pas dingue, alors. Allez, on le met à pas dingue. On le met à pas dingue. C'est vrai qu'il y a des petites scènes... ouais, bon, allez. Allez, à pas dingue. C'est vrai qu'en comparaison de Suicide Squad, un peu compliqué. Donc, allez, pas dingue. Et donc, voilà pour Aquaman. Du coup, qu'est-ce qu'on a ensuite? Je crois qu'ensuite, on va passer à la trilogie Shazam. Et le seul fait de dire ça... et donc de sous-entendre qu'il y a une trilogie Shazam qui existe, ça me met des frissons dans le dos. Vous voyez, c'est une catastrophe. Là, on arrive vraiment au pire du pire de ce qu'est le DCU pour moi, vraiment. Shazam, c'est... tout l'univers Shazam, là, c'est compliqué. Hein. Donc on a le premier Shazam, qui est pas le pire, évidemment. Le premier Shazam, il sort en 2019. C'est un film qui coûte pas trop cher et qui va rapporter beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'il va y avoir une suite très rapidement. Et un espèce de spin-off, du coup, avec Black Adam. Mais le premier Shazam, je trouve qu'il y a quand même du potentiel. Parce que il y a cette histoire de... alors, il y a ces blagues absolument débiles, mais bon, à la limite, c'est un film d'ado, donc pourquoi pas, tu vois. On l'accepte, quoi. Le truc, on se dit, bon, allez, très bien. C'est un film qui se veut être drôle, c'est écrit comme ça. On peut rire ou pas, ça après, c'est subjectif. Mais voilà. Moi, ce que j'ai aimé dans ce film, en fait, et ce que je trouve un peu gâché, c'est la condition de ce gamin orphelin qui va justement essayer de retrouver ses parents. Et il y a une scène qui est assez folle dans ce film, qui est censé être un film de débile, un peu, où en fait, au milieu du film, t'as une scène où il retrouve sa mère. Il va chez elle, il lui explique que c'est son fils et sa mère lui ferme la porte au nez, quoi. Et je me dis, mais waouh, c'est dingue qu'il y ait une scène aussi dure dans ce film-là. Et je me dis, mais pourquoi ce film, il aurait pu faire des blagues, tout ça, mais pourquoi ce film a pas creusé un peu plus cette histoire justement d'orphelin c'est amené dans le film, mais en fait... je me dis, c'est dommage, en fait, il y a un acte manqué. C'est pour ça que le premier Shazam, je vais pas le mettre dans Turbo Caca, mais je vais le mettre dans potentiel gâché, pour le coup, parce que il y a cette histoire d'orphelin, je trouve, qui est bien amenée et qui aurait pu vraiment être développée d'une meilleure des manières. Mais voilà, pour moi, cette trilogie Shazam, c'est un vrai paradoxe, et je vais y venir, mais d'abord, je vais essayer de voir ce que vous me dites dans le chat. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, vous, du premier Shazam. Je trouve pas que ce soit un mauvais film, en soi. Pour moi, c'est pas un film excellent, mais c'est pas un mauvais film. Donc, il y a un potentiel, il y a un truc qui se passe, c'est un peu teuteux, c'est pas très joli visuellement, on va pas se mentir, ça fait un peu téléfilm, mais pourquoi pas, à la limite, voilà, pourquoi pas.
Le premier, pourquoi pas. Ayla qui nous dit Shazam 1 très bon. Ok, donc toi t'es vraiment sûr. Ok, très bien. J'ai trouvé le premier Shazam divertissant. Ça ne vole pas haut, mais il assume son côté second degré, inévitable. Oui. Oui, c'est ça, oui. Le premier Shazam est le moins pire, ça reste mignon et innocent avec ses blagues. Ouais, mais justement, en fait, c'est ça qui est, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des blagues, et puis au milieu, il y a cette scène, moi, que je trouve vraiment choquante, quoi. Tu sais, c'est fou que le film ait assumé ce truc-là, genre, une mère qui abandonne son gosse, il est devant lui, elle s'en bat les couilles, quoi. Je me dis, putain, c'est dingue. Je trouve ça génialement bien fait, et après, ils l'ont complètement laissé de côté, ça. 2 minutes après cette scène où le gamin se fait littéralement réabandonner par sa mère une seconde fois, bah il fait des blagues. Du coup, j'ai dit, putain, c'est dommage. Pas creusé, mais au moins, elle n'a pas un happy end, cette histoire. Rappelez-moi la fin de l'histoire du premier Shazam, c'est pas un happy end? Je m'en souviens plus. J'ai étrangement un bon souvenir de Shazam 1, j'avais peur d'être seul, mais complètement d'accord avec ton analyse. Ouais voilà, mais pour moi Shazam 1 aurait dû rester Shazam 1 et terminé. Le problème c'est que Shazam c'est un paradoxe dans cet univers parce que va y avoir une trilogie Shazam, mais il va pas y avoir de trilogie Aquaman, va pas y avoir de trilogie Wonder Woman, va pas y avoir de films sur des personnages comme Cyborg par exemple. Il y a plein de trucs comme ça où je me dis mais Shazam a 3 films, et il y a d'autres personnages hyper marquants qui auront 0 film, et il y a un film, en l'occurrence, c'est un personnage qui aurait dû avoir son film dans le DCU, c'est Batgirl, et je vous ai mis un petit extrait qui vous explique ce qui s'est passé avec Batgirl, parce que ce qui s'est passé avec Batgirl, c'est assez déroutant aussi. Donc je vous mets l'extrait, c'est parti. Le film était destiné à être diffusé sur HBO Max, et aurait été dans la continuité de l'univers étendu, avec un retour de Michael Keaton en Batman, qui sera finalement déplacé dans le film Flash. Suite à la fusion entre la société mère de Warner Bros, Warner Media et Discovery pour former Warner Bros Discovery, et la chute du cours de l'action Netflix plus tard dans le mois, les dirigeants de Warner Bros auraient envisagé de passer d'une sortie en streaming avec un budget d'environ 70 millions de dollars à une sortie en salle avec un budget accru pour la post-production et une campagne marketing plus importante. Mais en août 2022, alors que le film est en post-production, Warner annule purement et simplement sa sortie, en salle comme en streaming. En annulant le film, la société de production a bénéficié d'un allègement fiscal qui lui a permis de récupérer ses coûts de production investis dans le film. L'abandon d'un film à gros budget presque terminé par un grand studio a été considéré comme une décision sans précédent et a suscité une énorme controverse de la part du public et des dirigeants des autres studios. Warner a tout simplement jeté un film terminé à 90% à la poubelle pour économiser de l'argent. À partir de là, le studio a perdu respect et crédibilité aux yeux de beaucoup. Le cinéma est un art qui se respecte, mais la Warner ne l'a pas vu ainsi. Donc voilà, je voulais mettre ce petit extrait pour vous montrer un petit peu cette histoire autour de Batgirl qui est quand même pareil, qui est assez ahurissant, je trouve quand même. Un film qui est quasiment terminé, qui est jeté à la poubelle, c'est dingue quoi. Je trouve ça absolument aberrant. Après le film aurait pu être lamentable, hein, c'est pas ça la question, mais il y a des gens qui ont bossé dessus et tout, ils ont été payés bien évidemment, mais un film ça reste de l'art en fait. Tu peux pas en faire ce que tu veux comme ça. Tu peux pas jeter les choses comme ça à la poubelle. Enfin bref, moi ça me dépasse un petit peu cette histoire de. Je sais pas si vous connaissiez du coup cette histoire autour de Batgirl. Tout ça pour dire en fait, si j'en viens à parler de Batgirl, c'est pour vous dire qu'en fait, voilà, il y a ce paradoxe Shazam qui fait qu'on va annuler des films, on va faire 3 milliards de films Shazam. On va avoir du coup ensuite, en 2023, donc la suite de Shazam, donc Shazam 2, donc qui s'appelle Shazam les dieux et je sais pas quoi là, je sais plus, ça, voilà, même pas je... Là, il y a pas de débat, là, c'est turbo caca, du coup. Alors Shazam 2, en fait Shazam 2 il est assez fascinant dans la façon qu'il a d'être directement has-been et d'être plus du tout dans son époque alors qu'il est censé l'être, tu vois. Notamment dans les blagues, c'est-à-dire que par exemple il va y avoir un dragon, ils vont faire une blague sur Game of Thrones alors que c'est en 2023, je veux dire Game of Thrones c'est terminé, hein. Il y a ce genre de truc quoi. Le film est dépassé dans tous ses aspects, artistiquement, en termes d'écriture, c'est moche que ça en peut plus, les comédiens ils cabotinent tous. Là on a vraiment, avec Shazam 2 c'est le DCU à l'agonie quoi, vraiment c'est l'avant-dernier film je crois du DCU d'ailleurs. Les licornes là qui mangent du Skittles là pour faire des placements de produits, la scène est longue, elle est longue juste pour vendre des bonbons quoi. Je veux dire, à partir de là c'est plus un film, c'est un spot publicitaire le truc. Donc Shazam 2 c'est une catastrophe je trouve. C'est vraiment, on est au plus bas de ce qu'on peut faire en termes de divertissement. C'est une insulte pour les gens, je pense. C'est vraiment une insulte pour les gens. Je trouve que c'est aberrant, quoi. Donc voilà. Et Black Adam, qui sort 1 an avant, c'est pas forcément mieux non plus. Hein. Pour le coup, Black Adam, ouais. Dites-moi Black Adam si on le met dans Turbo Caca ou dans Padingue. Parce que j'hésite un peu. Pour moi, il va plus lorgner vers le Turbo Caca quand même. Mais il a un côté tellement nanardesque que je pourrais le mettre dans Padingue. Ouais, Black Adam c'est pareil en fait. On a un truc sur le papier qui est génial, Black Adam, tu te dis bon ben
Il y a Dwayne Johnson sur le coup, il y a The Rock, bon ok The Rock en anti-héros pourquoi pas, mais et quand c'est annoncé évidemment les gens sont hype de fou, hein. En fait The Rock, à la manière de Will Smith, va complètement s'accaparer le projet, encore plus que ça il va vouloir complètement s'accaparer l'univers d'ici, il va se positionner comme le sauveur de l'univers d'ici, sauf qu'évidemment à part vendre de la tequila il va pas réussir à faire quoi que ce soit le pauvre gars. Ouais alors pourtant il y a des trucs qui se passent dans Black Adam, je veux dire il y a les thématiques politiques, cette manière de mettre en avant les sauveurs occidentaux, alors à savoir si les habitants de la ville préfèrent les sauveurs occidentaux ou justement un tyran à la place, donc il y a des questionnements qui se posent mais qui sont complètement survolés et ça se passe très vite, c'est effacé par des blagues, par des CGI dégueulasses, il y a quelque chose de controversé qui aurait pu être raconté, qui aurait pu être mis en avant, quelque chose de sérieux dans ce film là, et ça aurait pu être au même niveau que The Batman ou que Joker par exemple. Ça aurait pu être un film vraiment populaire, mais aussi qui raconte des choses compliquées, quoi. Mais évidemment, pas du tout. À partir du moment où tu vois le méchant qui arrive et qu'il a des cornes, dites-vous que c'est une convention, ça. Quand un méchant dans un film commence à avoir des cornes, c'est que le film part en cacahuète. Ça, c'est sûr et certain. Et donc là, on a une espèce de Lucifer bizarre qui arrive à la fin, et tu te dis, oh là là, mais c'est quoi ce truc? On a Pierce Brosnan avec son casque, là. On a l'autre avec cette espèce de... Il est sérieux, en plus, dans le film, lui, avec son nez crochu, là. Je sais pas si vous vous souvenez de ce personnage. C'est le faucon, là, mais avec un nez crochu, et tu vois, il a attention, il faut arrêter maintenant de se battre. Et il est tout à fait sérieux, et il a ce truc, c'est pas possible, quoi. C'est ridicule, en fait. Black Adam, c'est aussi l'exemple parfait, c'est un exemple pour démontrer que le DCU à l'époque est complètement à la ramasse, puisque au même moment où ils vont teaser le retour d'Henry Cavill, parce que la scène post-générique de Black Adam, c'est Henry Cavill qui réapparaît en Superman et qui s'apprête à affronter Shazam, enfin qui s'apprête à affronter Black Adam, pardon, alors que dans le premier Shazam, justement, on voit Superman, mais avec la tête hors champ, parce qu'Henry Cavill a pas voulu venir, quoi. Et en fait, au même moment où cette scène est diffusée au cinéma, eh ben, DC est en train de renouveler tout son univers et de refiler le bébé à James Gunn pour qu'il reparte de zéro avec un nouveau Superman. Donc en fait ils se sont pas dit on va peut-être annuler cette scène post-générique puisqu'on est en train de renouveler tout le truc, et en fait tu sens qu'il y a aucune communication dans les bureaux, que personne ne se parle autour de cet univers, que tout le monde s'en fout en fait, et c'est une calamité quoi. Le Black Adam, moi franchement là de but en blanc je le mets dans Turbo Caca, mais après dites-moi ce que vous en pensez vous. Shazam 2 je l'ai vu une fois à un moment durant la bataille finale, j'ai regardé le temps, il restait 40 minutes, c'est l'une des rares fois où je voulais sortir d'une salle. Ah ouais non c'est cata, alors moi je l'ai regardé à la maison et je l'ai regardé pour les besoins de ma vidéo sur DC, sinon jamais je l'aurais regardé, hein, pour le coup. Black Adam est meilleur que Shazam 2. Oui. C'est sûr qu'entre la peste et le choléra, oui, c'est compliqué quoi. Mais... Black Adam c'est la version Wish de Black Panther, et c'est triste car c'était le projet de cœur de Dwayne Johnson qui a mis plus de 15 ans pour réussir à concrétiser ce projet, et des années avant, il était chaud pour jouer un anti-héros. Ouais, tout à fait. Après, j'admets que je trouve Pierce Brosnan classe et élégant dans le film. Oui, mais parce que Pierce Brosnan est classe et élégant dans la vie, en fait. Donc c'est facile. Dans tous les cas, il restera classe. Donc on va dire que c'est pas à cause du film que le gars est classe, quoi. C'est-à-dire, il est classe de base. C'est tellement dommage, car le potentiel était énorme. Imagine un Black Adam vs Superman face à Man of Steel. Ouais, oui, mais bon, moi, franchement, quand j'ai vu Superman, j'étais pas hypé. Hein. Parce qu'en fait, ça aurait été l'opposé de ce qu'était Superman justement dans Man of Steel en fait. Ça aurait été une espèce de truc à la Black Adam justement, et pas dingue pour Black Adam. Bon, on le met dans pas dingue. Alors je vais vous écouter, mais en vrai moi je suis plus sur Turbo Caca, mais on va dire que allez, on met pas dingue. On va dire qu'il y a 2-3 trucs à sauver. Allez, Pierce Brosnan qui a la classe et le gars avec son nez crochu là, ça c'est très drôle. Bon, Blue Beetle, je vais même pas en parler, très franchement. C'est une catastrophe. Je l'ai vu, ça a été un des films les plus longs de ma vie. C'était une cata, c'est laid, c'est mal joué, c'est... Non, c'était horrible. Horrible. J'étais sur la fin du truc là, j'avais plus envie. Je regardais les films pour la vidéo, j'étais en mode non, je veux pas voir ça. Hideux. Alors, si vous voulez parler de Blue Beetle, allez-y, mais moi, vraiment, là, même moi, j'ai rien à dire. Hein. Y a rien à dire, quoi, c'est une cata. Sachant que Blue Beetle a été... c'est un film du DCU, officiellement, mais il a été recyclé par James Gunn pour apparaître, du coup, dans son DCU, là, donc, pour vous dire que, bon, le DCU, moi, c'est pareil. Hein. Pour l'instant, je suis pas dedans, je suis pas la cible, je suis trop vieux pour tout ça, donc... quand j'ai vu la bande-annonce de Batgirl, là, avec la fille qui joue dans House of Dragons, là, j'ai fait, ouais, non, là ça marchera pas pour moi, c'est laid, visuellement c'est extrêmement laid, il y a des blagues qui ne m'amusent pas, non, ça marche pas. Le Superman de James Gunn marchait pas quand je suis allé le voir au cinéma par exemple, j'étais pas la cible, je le sentais, je me sentais vieux en regardant ça, ça me faisait
pas rire. Donc je vais pas dénigrer le travail de James Gunn et le Superman de James Gunn, mais je pense que je suis vraiment pas... ça me parle pas du tout, quoi. Voilà, pour éviter de parler de Blue Beetle, du coup je vous parle de Superman de James Gunn, mais voilà. Blue Beetle, c'est OZEF sur 20, ouais bah oui. Blue Beetle, même Warner avait oublié qu'il existait. Non mais vraiment, c'est une cata. Le seul truc qui m'a fait rire avec Blue Beetle, c'est quand ils ont dit que c'était le premier film du DCU pour ensuite l'oublier et dire qu'il recommencerait à zéro avec Superman. Ouais, c'est ça, oui, totalement. Alors apparemment il sera dans le DCU, mais ils vont le mettre un peu au fond, tu vois, comme Hawkeye dans Avengers, tu vois, ils vont le mettre un peu au fond là-bas, histoire d'eux, quoi. Mais non, il est cata, quoi. C'est, pour le coup, compliqué. Et donc, du coup, on va terminer cette tier list avec The Flash. Avec The Flash de Andy Muschietti. Il y a pas mal de trucs à dire sur The Flash de Andy Muschietti pour le coup. Et on nous dit encore sur Blue Beetle, ce que j'ai préféré dans Blue Beetle, c'est quand est arrivé le générique de fin. Ok, très bien. Bien vu. Tout à fait. Donc The Flash. Alors, écoutez, moi The Flash, pareil, ça sort en 2023. Et en vrai, je trouve que c'est pas le pire des films du DCU. The Flash, déjà moi j'adore Andy Muschietti, j'adore ce qu'il a fait sur It, chapitre 1 et 2, donc le clown Pennywise, sur la série aussi, Welcome to Derry récemment, et tu sens quand même qu'il y a un travail sur la réal, je sens qu'il y a un truc qui se passe, je sais pas, il y a un truc qui se dégage du film où je me dis, il y a un truc qui se passe, il y a un potentiel gâché, donc pour le coup, The Flash, pour terminer la tier list, je le mets dans potentiel gâché, parce que je me dis que ça aurait pu être bien. Ça l'est pas réellement. C'est pas mauvais, c'est pas horrible. Mais c'est pas bien non plus, quoi. Pour le coup, on va pas se mentir. Et surtout, tu te rends compte que Andy Muschietti, il va plus soigner les apparitions de son Batman que de The Flash. Parce que tu sens qu'Andy Muschietti, il est pas fan de The Flash et qu'il est fan de Batman, du coup. Et en fait, Batman, là, dans ce film, c'est un retour de Michael Keaton qui reprend son rôle légendaire de Batman après ses deux films avec Tim Burton. Michael Keaton, que je trouve pour le coup fabuleux. On aurait pu avoir peur de se dire, tiens, Michael Keaton vieillissant en Batman, tout ça, ça aurait pu être compliqué. Mais moi, je trouve qu'il s'en sort très bien, pour le coup, Michael Keaton. Ça m'a fait vraiment plaisir quand tu réentends la musique de Batman, quand tu vois la Batcave, quand tu vois la Batmobile, Franchement, là, l'aspect nostalgique fonctionne très bien sur les scènes de Batman. Et en fait, pour moi, c'est les scènes de Batman qui vont un peu sauver le film. Parce qu'après, tout l'aspect voyage dans le temps, paradoxe temporel, tout ça, c'est un bordel qui est très mal écrit. Après, il y a toute cette espèce de fanservice aussi, avec tous les Superman un petit peu. Je sais qu'à la fin, on va ramener le Batman de George Clooney aussi. Voilà, le film surfe encore une fois sur ce que fait Marvel, c'est-à-dire que le film la sort en 2023, et il va surfer sur le voyage dans le temps, c'est-à-dire ce qu'a fait Avenger Endgame quelques années plus tôt, et sur le fanservice, et faire revenir les anciens super-héros, avec ce qu'a fait Spider-Man No Way Home d'ailleurs, quelques années plus tôt. Donc en fait, c'est encore un film du DCU qui n'a aucune personnalité, puisqu'en fait, il copie le voisin, encore une fois. Et mais malgré tout, je trouve qu'il a du potentiel, ce film. Je trouve qu'il y a des moments qui sont intéressants. Maintenant, encore une fois, Ezra Miller, voilà, je sais pas si vous connaissez les déboires d'Ezra Miller, mais en gros, c'est un mec qui est un peu dérangé dans sa tête, qui s'est amusé à faire le tour du monde pour agresser les gens dans les bars. Il s'est battu dans des bars, il a agressé des femmes dans des bars en Islande, il est rentré chez des gens illégalement aux États-Unis, il a fait... Enfin, c'est un malade mental, ce mec, quoi. Et du coup, là, il y a eu beaucoup d'histoires chez DC, en fait, à l'époque, pour savoir si le film devait purement et simplement être supprimé comme Batgirl. Finalement, le film a coûté 200 millions de dollars, sans compter le marketing, donc forcément, ils se sont dit, on va quand même le sortir, tant pis pour l'éthique, hein. À tel point, ils sont tellement pas éthiques, Warner, qu'ils ont invité Ezra Miller à la première du film, donc comme si de rien n'était, hein. Tu te retrouves avec un film qui est dégueulasse visuellement, déjà, moi j'en peux plus, là, les faux décors extérieurs, je vous jure que j'en peux plus. Man of Steel, la force qu'il a, c'est qu'en fait, il tourne ses films dans la rue. Tournez vos foutus films dans la rue. Il y a des rues qui existent, tournez dans la rue. Je veux dire, il y a un monde, ça se voit quand on ne tourne pas dans la rue. Et là, ce film ne tourne pas dans la rue, ça se voit, et c'est laid, mais c'est horriblement laid. Les effets visuels, alors Andy Muschietti, tout sympa qu'il est, a essayé de justifier le fait que les effets visuels étaient volontairement moches, pour un petit peu justifier la distorsion du temps par Barry Allen, tout ça. Pour moi, c'est du bullshit, hein. Je pense que les effets visuels sont ratés, tout simplement. En tout cas, si c'est le cas, ça reste quand même très moche. Je veux dire, la scène avec les bébés, là, mais c'est gênant de fou, c'est aberrant. Je trouve que le film est assez particulier. Je trouve qu'il a une vibe un peu différente. On va dire que pour Batman, le film vaut le coup d'œil, quand même. Voilà. Donc c'est pas le pire, quoi.
c'est pas le pire. Qu'est-ce que vous en dites, vous, de ce petit The Flash, sorti en 2023? En vrai, moi, j'ai beaucoup aimé The Flash, même si certains costumes étaient moches. C'est vrai que le costume de The Flash est moche, hein. Et que les effets spéciaux étaient atroces, il était pas si mauvais, un potentiel gâché, car ils auraient pu profiter de l'arc Flashpoint Paradox pour reboot l'univers et repartir du bon pied. Oui, effectivement, oui, en partant de là, oui, tout à fait. Déjà, ils auraient dû essayer de faire un bon film tout seul, ça aurait été bien. The Flash, la cerise sur le tas de merde, ok. Après, je suis allé le voir avec mon frère et un de mes meilleurs potes, et mon meilleur pote d'ailleurs, et on est ressorti en ayant passé un moment pas horrible, mais pas vraiment bien. Oui, voilà, c'est passable, quoi. The Flash, c'est un potentiel gâché, car il avait de bonnes bases, le traitement du deuil, les 7 étapes du deuil, oui, c'est vrai. Adapter le comics Flashpoint, ouais, tout à fait. Mais c'est tellement bordélique et chaotique. Par contre, oui, Michael Keaton, il a bien géré dans le film, ouais, tout à fait. Oui, c'est vrai qu'il y a des thématiques qui sont bien fichues, hein. Toute l'histoire autour de la mère et tout, il va revenir dans le passé pour essayer de sauver sa mère, tout ça. Il y a un aspect qui est bien fichu. Le problème, c'est que du coup, quand t'as les histoires d'Ezra Miller qui te reviennent en tête, c'est compliqué d'avoir de l'empathie pour le personnage, parce que tu vois la tête d'Ezra Miller et tu te dis non, c'est pas possible, quoi. La meilleure scène de The Flash, c'est la scène d'adieu dans le supermarché entre Barry et sa mère. À ce moment-là, j'avoue que j'ai pleuré, j'ai pensé à ma mère, et je me suis dit, et merde, ils m'ont eu. Oui, alors effectivement, après, quand t'as des affects personnels sur des histoires comme ça, c'est sûr que ça te prend très vite, hein. Et c'est vrai que la scène est très belle pour le coup. Et sur ces moments-là, en fait, le film est intéressant quand vraiment ils vont développer l'aspect familial. C'est intéressant, mais c'est pour ça que le film je le mets pas dans les films mauvais, quoi. The Flash a été tourné sur Fortnite, oui, totalement. Concernant les différentes versions de Superman, Nicolas Cage a expliqué en interview qu'il avait bien tourné une scène et porté le costume de Superman, sauf que sa scène a été remplacée par la version numérique dégueulasse sans son accord. Et sa scène initiale, c'est Superman debout sur la Lune, regardant la Terre. Oui, bah parce qu'en fait, ils ont repris... Mais ça, c'est pareil, il faut avoir la rêve, quoi, de se dire, on va faire la rêve d'un film qui est pas sorti, mais une espèce de fantasme d'internet, c'est un peu bizarre, quoi. C'est pas le film le moins rentable de l'histoire, c'est pas impossible qu'il se soit vachement planté, je crois qu'il ça a été un four, ouais. Un film très très cher et qui a rapporté quasiment rien, quoi. Enfin bref, du coup, voilà. Pour conclure, écoutez, vous le voyez par vous-même, hein, y a pas grand-chose d'intéressant. Pour refaire le tour un petit peu, écoutez, pour moi la trilogie de Snyder, elle est top, voilà, il faut la revoir. J'ai même le coffret Blu-ray là, ils ont sorti un coffret Blu-ray 4K avec que la trilogie de Snyder. Donc Man of Steel, BVS version longue et Justice League version Snyder. Pour moi c'est un bloc, pour moi c'est complètement à part du DCU, c'est vraiment une trilogie. Et c'est une trilogie qui est superbe. Aquaman, c'est ultra jouissif, c'est nanardesque, c'est méga film d'action des années 90, c'est hyper bien mis en scène, c'est très généreux, donc moi j'adore. The Suicide Squad et Wonder Woman, ce sont de bons films, je trouve, que j'aime bien revoir, que je trouve intéressants, qui ont de beaux moments. Bird of Prey, Shazam et du coup The Flash, c'est des potentiels gâchés parce que tu sens qu'il y a des trucs qui auraient pu être développés, qui auraient pu être mis en avant différemment. Il y a un aspect visuel sur certains moments dans Bird of Prey surtout qui peuvent être intéressants, mais du coup malheureusement ça ira pas plus loin que ça, que des films passables mais sans plus. Pas dingue, c'est Aquaman et Black Adam qui sont de mauvais films, mais qui, on va dire, sont sauvés par certaines scènes pas trop horribles, ou par des moments tellement débiles qu'ils en deviennent drôles, quoi, on va dire. Et après, il y a des films hyper mauvais, où là, pour le coup, on est vraiment sur des films qui nous prennent pour des cons et qui nous volent notre argent, c'est-à-dire Justice League 2017, Suicide Squad 2016, Wonder Woman 84, Shazam 2 et Blue Beetle. Voilà où on en est sur le DCU, classement, je trouve, pour le coup, assez pertinent. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur le site qui s'appelle Tiermaker. Ça s'appelle Tiermaker le site. Voilà, vous l'avez là, vous voyez. Tiermaker, donc allez-y, n'hésitez pas à faire votre propre tier list, et puis après vous me l'envoyez si vous voulez sur les réseaux, sur mon Instagram que vous voyez affiché là. Vous avez mon Instagram affiché, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, et comme ça vous me montrez votre propre tier list, mais moi je la trouve pas trop mal cette tier list, je trouve qu'elle a du sens, c'est pas trop dégueu. En vrai, la tier list est bien faite malgré le bordel qu'était le DCU. C'était... Alors, sachant que la tier list c'est facile à faire, mais je vous invite encore une fois à aller voir ma vidéo sur le DCU que j'ai sorti il y a 8 mois sur la chaîne. Donc c'est une vidéo d'1 heure, hein. Effectivement, c'était pas évident à mettre en place ce bordel. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça, c'est ici là, tac. Et écoutez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle soirée, un beau week-end. Prenez soin de vous, amusez-vous bien ce week-end, prenez du bon temps, profitez-en, c'est important. Voilà, bonne soirée, bonne nuit, bonne série, bon film si vous matez un truc. Et puis voilà, merci d'avoir été là encore une fois fidèle, et puis abonnez-vous sur Insta, sur Facebook, sur YouTube. Faites tout ce qu'il vous avez à faire pour soutenir mon travail, et je vous dis à bientôt. Ciao.